L'image du pêcheur solitaire en ciré jaune luttant contre les vagues au petit matin pour ramener le repas, honnêtement, cette image est complètement morte. Ah ouais, totalement morte. C'est un mythe aujourd'hui. Aujourd'hui, le poisson qui finit dans nos assiettes, ça ne vient plus du tout d'une aventure sauvage. C'est plutôt le résultat d'un triomphe d'ingénierie biologique qui est tellement vaste qu'il a, littéralement redessiné l'océan. Bon, décortiquons un peu ça. Je suis ravi de plonger là-dedans parce que c'est un sujet fascinant. Grave. Et pour notre exploration d'aujourd'hui, on s'appuie sur une série de documents qui, au premier abord, on va pas se mentir, ressemblent à des présentations très institutionnelles, très arides. Ouais, le genre de slide avec des graphiques mondiaux, des statistiques nationales, plein de pourcentages. Voilà, c'est ça. Beaucoup de données très factuelles, notamment centrées sur le contexte mondial et sur le Chili. Mais notre mission pour cette analyse, c'est de gratter sous la surface de ces pourcentages. On veut vraiment comprendre l'ingénierie invisible et les rouages économiques gigantesques qui amènent ce poisson jusqu'à nous. Et c'est crucial parce qu'on pourrait facilement passer à côté de l'histoire que racontent ces données. Ce qui est fascinant ici, c'est que ces chiffres arides documentent en fait l'une des transformations les plus radicales de notre époque. C'est-à-dire. En gros, c'est le plan détaillé de la façon dont l'humanité a discrètement pris le contrôle absolu de la chaîne alimentaire aquatique. C'est fou quand on y pense. Et le parcours d'un simple filet de poisson ressemble plus à de la haute technologie industrielle aujourd'hui qu'à une scène du roman Le vieil homme et la mer. C'est une excellente façon de le formuler. On est vraiment passé à une ère de contrôle du vivant à une échelle qui était juste impensable il y a allez, quelques décennies. Du coup, pour bien démarrer, les sources posent une fondation très claire. Elles définissent le terme central de toute cette révolution, l'aquaculture. Mhm. Les documents la décrivent comme l'exploitation d'organismes aquatiques, que ce soit des animaux ou des végétaux, en impliquant une intervention directe dans leur cycle de vie. Mais il y a un détail qui m'a fait tiquer dans les textes. Ah, lequel? Ils insistent lourdement pour définir très précisément ce qu'est un organisme aquatique. Et je me disais, pourquoi s'embêter avec ça? Intuitivement, on se dit que c'est juste tout ce qui vit dans l'eau, non? Ouais, on pourrait croire ça. Mais c'est une subtilité fondamentale dans ces documents. Selon ces recherches, un organisme aquatique est strictement défini comme une espèce dont la reproduction dépend de l'eau. Attends, la reproduction, pas juste le lieu de vie. Exactement. Ce n'est pas qu'une question de lieu de vie à l'âge adulte. Par exemple, des grenouilles ou certains insectes ont des phases de vie terrestres, mais ils restent biologiquement liés au milieu aquatique pour se reproduire, souvent à travers des œufs qui sont extrêmement vulnérables. Ah, je vois. Et c'est là que le mot intervention dans la définition de l'aquaculture prend vraiment tout son sens. C'est-à-dire? Parce que pour moi, l'intervention, c'est juste jeter des granulés de nourriture dans un grand bassin, quoi. Loin de là. Loin de là. Intervenir dans le cycle de vie, ça signifie prendre le contrôle dès le stade le plus critique, la reproduction. Waouh, ok, donc on gère tout depuis le début? C'est ça. On ne se contente plus d'attendre de capturer ce que la nature veut bien produire, on gère les écloseries, on contrôle la température de l'eau pour simuler les On saisons. simule carrément les saisons. Absolument. On manipule même l'éclairage artificiel pour accélérer la croissance. On vaccine les poissons un par un, on les nourrit avec des formulations nutritionnelles ultra précises, et ça jusqu'au moment exact de la récolte. En fait, c'est une maîtrise totale, de l'œuf jusqu'à l'assiette. Ce qui nous amène directement à un bouleversement majeur détaillé dans nos sources. Et honnêtement, la diapositive qui montre l'évolution historique est un véritable choc visuel. Ah, la fameuse courbe des années 90. Ouais, exactement. On y voit que depuis les années 90, la pêche de capture, donc la pêche sauvage, a totalement stagné. La ligne sur le graphique, elle monte, et d'un coup, elle devient désespérément plate. C'est un plafond de verre. Zéro croissance depuis plus de 30 ans. C'est un truc de fou. C'est un point de rupture absolu dans l'histoire humaine, en fait. Pendant des millénaires, la courbe de la pêche n'a fait que grimper. On construisait plus de bateaux, on inventait de meilleures technologies, on ramenait plus de poissons, et soudain, paf, plus rien. Pour essayer de visualiser l'ampleur du truc pour quiconque écoute, c'est comme si l'humanité entière était subitement passée de l'ère des chasseurs-cueilleurs à l'invention de l'agriculture, mais sous l'eau. C'est une très belle analogie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Sauf que je bloque un peu sur les causes de ce coup de frein. Je comprends tout à fait la première force identifiée par nos sources, la surexploitation, Mhm, les navires-usines. voilà. Les flottes sont devenues des usines flottantes avec des sonars surpuissants. On a pêché beaucoup plus vite que la capacité de la nature à se régénérer. Bon, l'avidité humaine, c'est du classique, on connaît. Malheureusement, oui.
Mais les documents pointent aussi une deuxième force majeure, le changement climatique. Et là, pour le coup, c'est hyper contre-intuitif. Comment ça? Si les océans se réchauffent, est-ce que ça ne crée pas simplement un environnement plus vaste, plus agréable pour la vie marine? Pourquoi est-ce que ça provoque un effondrement des captures? C'est une question cruciale, car le mécanisme biologique est souvent mal compris par le grand public. Le truc, c'est que les poissons sont des animaux à sang froid, ou ectothermes, pour utiliser le terme scientifique. Donc leur température interne dépend de l'extérieur. Exactement. Leur métabolisme entier est dicté par la température de l'eau qui les entoure. Une variation de 1 ou 2 degrés, qui nous semble minime à nous, humains à sang chaud, c'est un cataclysme physiologique pour eux. Ah ouais, 1 ou 2 degrés, ça suffit à tout dérégler. Totalement. Et ce n'est pas tout. Une eau plus chaude retient physiquement moins d'oxygène dissous. Donc face à un océan qui se réchauffe, qui s'acidifie et qui perd son oxygène, les populations de poissons sauvages n'ont tout simplement pas le choix, elles doivent migrer. Du coup, elles fuient vers les pôles ou vers les profondeurs pour retrouver leurs conditions idéales de survie, c'est ça? C'est exactement ça. Elles quittent leurs habitats historiques, et les courants marins qui amenaient autrefois les nutriments sont eux aussi perturbés. Ce qui est un cauchemar pour les pêcheurs. Ah bah, pour l'industrie de la pêche traditionnelle, ça signifie que les bancs de poissons ne sont plus du tout là où ils ont toujours été depuis des siècles. C'est non seulement écologiquement désastreux, mais c'est géographiquement imprévisible. On ne peut pas baser une industrie mondiale de plusieurs milliards de dollars sur une ressource qui passe son temps à déménager de façon erratique. Exactement. On ne peut pas envoyer une flotte à l'aveugle. Donc c'est la double peine. On a vidé une énorme partie de l'océan avec nos super chalutiers, et la petite partie restante change d'adresse à cause du climat. C'est un très bon résumé de la situation. Ce qui rend la conclusion de nos documents absolument limpide. C'est un constat sans appel aujourd'hui. Toute la croissance de la protéine marine dépend exclusivement de l'aquaculture. J'insiste sur ce mot, exclusivement. Ouais, c'est fou. Si le monde consomme 1 gramme de poisson supplémentaire par rapport aux années 90, ce gramme a obligatoirement été élevé par la main de l'homme. Sans cette agriculture sous-marine, la croissance alimentaire s'arrête net. C'est ça. L'océan sauvage a atteint sa limite maximale de fourniture il y a 30 ans. L'aquaculture n'est plus du tout un petit complément, c'est le seul et unique moteur de croissance restant pour nourrir la planète en protéines marines. C'est vertigineux. Une industrie titanesque s'est donc mise en place en un temps record pour combler ce vide immense laissé par la nature. Oui, un vide béant. La question qui s'impose naturellement, du coup, c'est de savoir où se trouve l'épicentre de cette révolution, qui sont les géants de cette nouvelle ère de l'élevage de masse. Et là, nos sources nous dirigent tout droit vers un acteur incontournable, le Chili. Ah, le Chili. C'est un cas d'école absolument fascinant pour comprendre ce nouveau paradigme mondial de la production alimentaire. Les statistiques présentées dans ces rapports concernant le Chili sont tout bonnement sidérantes. Ce pays n'est pas juste un petit acteur parmi d'autres qui aurait flairé un bon filon. C'est, tenez-vous bien, officiellement, le deuxième plus grand producteur mondial de saumon. Le numéro 2 mondial, oui. Atteindre la deuxième place mondiale, on imagine bien que ça ne se fait pas en installant quelques filets au bout d'un vieux ponton en bois. Non, absolument pas. Ça nécessite de transformer littéralement la géographie d'un pays entier. Le Chili a un avantage de base énorme. Il possède plus de 4000 km de côte avec des fjords très profonds au sud. Des fjords qui ressemblent un peu à ceux de la Norvège, non? C'est un peu la même idée, oui. Et ces fjords sont baignés par des courants froids très spécifiques, notamment le courant de Humboldt. En fait, c'est l'environnement physique parfait pour l'aquaculture. La nature a bien fait les choses pour eux. Oui, mais pour devenir le numéro 2 mondial, la nature ne suffit pas. Il a fallu y ajouter des milliards en investissement, construire des infrastructures portuaires gigantesques et mettre en place une logistique d'une précision chirurgicale. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant dans notre analyse. Il y a une statistique dans ces données, un chiffre d'une précision redoutable qui mérite qu'on s'y arrête longuement. Je vois très bien de quel chiffre tu parles. Ouais, ce chiffre est dingue. C'est 99,93% de la production de poissons d'élevage au Chili est constituée de salmonidés. Presque 100%. Ce chiffre de 99,93% d'un point de vue systémique, c'est vraiment le point le plus critique de tous les documents qu'on analyse aujourd'hui. Mais c'est totalement fou. Ce n'est pas une simple domination de marché, c'est une hégémonie biologique totale. Pour bien imager le truc, c'est comme découvrir qu'un restaurant colossal, un établissement de renommée mondiale qui exporte sa nourriture à des millions de personnes chaque jour, ne possède en réalité que 3 plats à son menu. C'est exactement ça. Tu entres dans ce méga restaurant, tu t'attends à la richesse infinie de l'océan, à une diversité incroyable de poissons, et la carte indique plat numéro 1, plat numéro 2, plat numéro 3.
et c'est tout. Fin du menu. Et pour filer cette métaphore du restaurant, nos sources détaillent d'ailleurs très précisément la composition de ce menu extrêmement restreint. Il est entièrement composé de membres de la famille des salmonidés. On écoute le menu alors? Le chef absolu, le roi de cette industrie, c'est le saumon de l'Atlantique, ou Salmo salar. Il pèse à lui seul 73% de toute la production chilienne. 73%. Le plat principal qui écrase absolument tout le reste. Mais d'ailleurs, petite question au passage, pourquoi spécifiquement le saumon de l'Atlantique dans les eaux chiliennes, qui jusqu'à preuve du contraire bordent l'océan Pacifique? C'est pas un peu absurde? Biologiquement, ça l'est, mais industriellement, c'est d'une logique implacable. Le saumon de l'Atlantique, c'est une espèce qui a été étudiée et optimisée depuis des décennies par l'industrie. Optimisé, genre comment? Eh bien, il grandit très vite. Son cycle de reproduction en captivité est parfaitement maîtrisé par les ingénieurs aquacoles. Et surtout, son taux de conversion alimentaire est exceptionnel. Le taux de conversion, c'est-à-dire la quantité de nourriture qu'il faut lui donner pour qu'il grossisse? Exactement. Combien de kilos de farine et d'huile faut-il investir pour obtenir 1 kilo de chair de saumon à vendre? Et pour le salmo salar, ce ratio est extrêmement rentable. En résumé, c'est la machine biologique parfaite pour générer du profit. D'accord, l'efficience avant tout. Et le reste du menu alors? Pour compléter le tableau, le deuxième plat de notre menu est le saumon koho, qu'on appelle aussi le saumon du Pacifique. Lui, il représente 19% de la production. Ok. Et enfin, le petit cousin, la truite arc-en-ciel, qui clôture la liste avec les 8% restants. Donc 73, 19 et 8. Le compte est bon, on arrive bien à 100% de cette famille des salmodidés qui règne en maître sur 99,93% de l'industrie aquacole chilienne. C'est un monopole écrasant. En lisant ça, honnêtement, je ne peux pas m'empêcher de trouver la situation profondément paradoxale. Je vois pourquoi. D'un côté, c'est un triomphe absolu de l'efficacité humaine. Mais de l'autre, on peut légitimement se demander comment une structure aussi immense, qui nourrit une énorme partie de la planète, peut-elle tenir en équilibre sur une base biologique aussi étroite? Ça paraît hyper dangereux. Et tu as mis le doigt sur le grand drame de l'hyper-spécialisation agricole. Économiquement parlant, c'est une stratégie imbattable. Si tu ne produis qu'une seule et unique espèce de poisson, tu peux absolument tout standardiser. Tout standardisé, c'est-à-dire l'équipement et tout ça? Tout. La recherche vétérinaire se concentre sur un seul animal. La formulation des granulés de nourriture est unique, la taille des mailles des filets est la même partout, même les machines de transformation dans les usines de découpe sont calibrées au millimètre près pour la morphologie du salmo salar. C'est l'équivalent aquatique de la chaîne de montage d'Henry Ford. Exactement. C'est l'industrie poussée à son paroxysme. Mais d'un point de vue écologique et biologique, c'est une aberration totale. La nature n'est pas une usine. Non, la nature a horreur des monocultures. Dans la nature, la résilience d'un écosystème vient de sa diversité. Si une maladie frappe, certaines espèces survivent. Mais ici, cette diversité a été volontairement effacée du système pour maximiser les rendements financiers. C'est vraiment l'idée de mettre tous ses œufs dans le même panier, mais on parle d'un panier qui a la taille de l'océan Pacifique, quoi. C'est un pari extrêmement risqué. Et l'étape suivante dans notre exploration, c'est de comprendre l'ampleur des enjeux financiers liés à cette monoculture. Parce qu'on s'en doute bien, ces millions de saumons chiliens ne sont pas destinés uniquement au supermarché de Santiago. Quelle est la géographie de cette distribution? L'aquaculture chilienne, il faut la voir comme une immense pompe tournée vers l'extérieur. C'est une machine d'exportation pure qui cible très spécifiquement les grandes puissances économiques mondiales. Les documents qu'on a sous les yeux dressent une carte très précise de ces flux. Et sans grande surprise, le marché roi pour ce saumon chilien, ce sont les États-Unis. Le voisin du Nord, grand consommateur. Ils absorbent à eux seuls 38% de la production, plus du tiers. Ensuite, on traverse littéralement le globe pour atterrir au Japon, qui représente le deuxième marché avec 23%. Le Japon a une demande gigantesque en produits de la mer de haute qualité. Puis retour en Amérique du Sud avec le Brésil qui pèse pour 9%. Et les sources mentionnent aussi un marché émergent qui est décrit comme complexe, c'est la Russie qui montre un intérêt grandissant. Si on prend un peu de recul pour analyser ces flux géographiques, on réalise l'exploit logistique que ça représente. On parle d'un produit frais, hautement périssable. Ouais, c'est pas des boîtes de conserve là. C'est ça. C'est du poisson élevé dans les fjords isolés de l'hémisphère sud et qui se retrouve quelques jours plus tard dans des sushis à Tokyo, sur des barbecues en Californie ou sur de grandes tables à Sao Paulo. Maintenir une telle chaîne du froid à l'échelle mondiale avec une qualité constante, c'est un miracle logistique. C'est impressionnant, c'est sûr. Mais en même temps, cela met aussi en lumière l'immense fragilité du système.
L'approvisionnement en protéines de ces superpuissances repose presque intégralement sur la santé d'un seul type de poisson, élevé dans un seul pays. Ce qui nous conduit directement au point de bascule de notre analyse. Parce que cette fragilité liée à la monoculture, ce fameux risque biologique dont on parle depuis tout à l'heure, il n'est pas du tout resté au stade de la théorie. Malheureusement non. L'industrie de plein fouet en 2007, la crise du virus ISA. C'est l'événement traumatique de l'aquaculture moderne, sans aucun doute. Le virus de l'ennemi infectieuse du saumon, l'ISA. C'est un tournant historique qui illustre parfaitement ce qui arrive quand l'ingénierie humaine ignore les lois fondamentales de la biologie. Il faut vraiment qu'on s'arrête sur ce point pour bien comprendre la mécanique de la catastrophe. Comment un simple virus microscopique peut-il mettre à genoux le deuxième producteur mondial? Que fait exactement ce virus au saumon pour être aussi dévastateur? L'ISA, c'est un pathogène impitoyable. En fait, comme son nom l'indique, il provoque une anémie sévère chez le poisson. Donc il s'attaque au sang. Exactement. Le virus s'attaque directement aux globules rouges, détruisant la capacité du sang du poisson à transporter l'oxygène. Ah oui, donc il étouffe de l'intérieur. C'est ça. Le saumon devient léthargique, il arrête de nager, ses branchies pâlissent de façon anormale et il finit par mourir d'une asphyxie interne lente. Mais le véritable problème de cette épidémie, et c'est là que notre fameux chiffre des 99,93% prend toute son importance dramatique, c'est la façon dont ce virus se propage. J'imagine que dans un élevage intensif où ils sont collés les uns aux autres, c'est un festin absolu pour un virus. C'est bien pire qu'un simple festin. Il faut s'imaginer des cages flottantes, des immenses filets ronds contenant chacune des dizaines de milliers de saumons. Une vraie mégalopole sous-marine. Et ces poissons, industriellement sélectionnés, sont génétiquement presque identiques. Ils ont été choisis pour leur croissance rapide, pas du tout pour leur robustesse de leur système immunitaire. Ils vivent littéralement entassés. Donc aucune défense naturelle. Aucune. Lorsqu'un virus très contagieux comme l'ISA apparaît dans une cage, il n'y a aucune barrière génétique naturelle pour le freiner. Et l'élément clé de la catastrophe, c'est l'eau elle-même. L'eau transmet le virus ISA. Oui, l'eau océanique transporte le pathogène d'un poisson à l'autre dans la cage. Ensuite, les courants marins naturels emportent le virus de la cage A vers la cage B, puis vers la ferme voisine, et ainsi de suite le long de toute la côte chilienne. C'est l'équivalent d'une grippe foudroyante dans un ascenseur bondé dont on ne pourrait jamais ouvrir les portes. C'est une comparaison glaçante, mais parfaitement exacte. C'est terrifiant d'efficacité. Le système ultra optimisé, la chaîne de montage d'Henry Ford, se retourne complètement contre lui-même. Le château de cartes s'effondre à la première bourrasque microscopique. Les documents sont très clairs sur les conséquences désastreuses de 2007. Cette crise a été un réveil brutal pour tout le monde. Elle a prouvé de façon irréfutable que la monoaquaculture portait en elle les germes de sa propre destruction. Les pertes ont dû être colossales. Immense. L'industrie chilienne a perdu des milliards de dollars. Des dizaines de milliers d'emplois ont disparu presque du jour au lendemain. Et surtout, des millions et des millions de poissons ont dû être abattus préventivement pour tenter d'endiguer la propagation du virus. Abattus pour rien, juste brûlés ou jetés. Voilà. Et l'enseignement principal tiré par les acteurs du secteur, tel que reflété noir sur blanc dans nos sources, c'est l'obligation absolue de diversifier. Il est devenu évident qu'on ne peut pas forcer la nature à fonctionner sur un seul modèle standardisé, sans en payer le prix fort un jour ou l'autre. La résilience exige de la diversité biologique et spatiale. C'est un sacré retour de bâton. À l'origine, si on y repense, cette industrie est née d'une volonté de remplacer l'incertitude et les caprices de la pêche sauvage par un système industriel contrôlé, prévisible, millimétré. Et au final, on découvre que ce contrôle extrême génère un risque encore plus incontrôlable. C'est l'éternel paradoxe des grandes révolutions agricoles de l'humanité. La standardisation offre une abondance incroyable à court terme, mais elle crée une vulnérabilité mortelle à long terme. Eh bien, si on fait un pas en arrière pour contempler l'ensemble de ce voyage, la trajectoire est fascinante. Une vraie saga. On commence avec ce mur heurté dans les années 80, les chalutiers toujours plus grands et les changements climatiques épuisent définitivement la capacité de régénération de l'océan sauvage. Ensuite, face à ce plafond de verre, l'aquaculture prend le relais et devient l'unique moyen de générer de la protéine marine supplémentaire sur notre planète. Et c'est une transition où un pays comme le Chili s'impose comme un acteur colossal, le deuxième mondial, en appliquant une logique industrielle d'une précision extrême. Mais biologiquement, très risqué. Exactement. En pariant 99,93% de ses cartes sur la seule et unique famille des salmonidés. Jusqu'à ce que la nature reprenne brutalement ses droits en 2007 avec ce fameux virus ISA, balayant d'un revers de main cette monoculture.
et forçant une industrie entière à repenser son modèle et à admettre que l'océan ne se gère pas comme une simple usine de pièces détachées. Tout cela montre à quel point l'équilibre qui maintient ces jolis filets de poissons dans les rayons de nos supermarchés est incroyablement complexe et fragile. Cette fragilité systémique nous pousse inévitablement à réfléchir à la prochaine étape, parce qu'il y aura une prochaine étape. Vers quoi on se dirige alors? Eh bien, si l'on combine les données de nos sources, d'un côté le réchauffement des océans qui s'accélère et change la chimie de l'eau, et de l'autre la leçon sanglante de 2007 sur le danger mortel des monocultures de saumon, l'avenir de l'aquaculture semble devoir rompre radicalement avec le présent. C'est-à-dire? On va arrêter d'élever du saumon? Il est fort probable que la prochaine grande révolution ne viendra pas d'une meilleure gestion du saumon ou d'un vaccin miracle, mais de son remplacement pur et simple. Ah ouais, carrément. Dans les décennies à venir, on peut imaginer que les rayons des supermarchés verront émerger des organismes aquatiques aujourd'hui totalement inconnus du grand public. Des espèces qui auront été minutieusement sélectionnées, voire génétiquement façonnées de toutes pièces, pour l'unique raison qu'elles ont la capacité de résister aux futurs pathogènes et de prospérer dans des eaux plus chaudes et plus acides. Ce ne serait plus vraiment de l'élevage, du coup. Non. Ce ne sera plus de l'élevage au sens traditionnel. Ce sera de la conception biologique de survie. Waouh! C'est une perspective qui donne vraiment à réfléchir. De la conception biologique de survie, une pensée à savourer, ou du moins à méditer, la prochaine fois qu'un filet de poisson se trouvera au menu. C'était une exploration intense. Merci d'avoir décortiqué tout ça avec moi. Le plaisir était pour moi. C'est toujours passionnant de voir ce que cachent les données. À très vite pour une nouvelle plongée dans nos sources. Quand on regarde un magnifique filet de poisson dans une assiette, ou une huître parfaitement présentée sur un lit de glace, il y a cette attente viscérale de simplicité. Ouais, on s'imagine un truc très pur, très basique. C'est ça. C'est l'océan, un pêcheur, un bateau battu par les embruns, quoi. On imagine une ligne jetée dans l'eau au petit matin, un filet remonté à la force des bras. En fait, c'est une image presque poétique, qui est profondément ancrée dans notre imaginaire collectif. C'est une image d'Épinal vraiment tenace en effet. Très tenace, ouais. C'est très binaire et très romantique au final. L'idée que la nature offre généreusement son abondance et que l'humain il se contente de prélever ce qui s'y trouve en harmonie avec les éléments. Le fameux mythe du chasseur-cueilleur aquatique. Exactement, voilà. D'accord, décortiquons tout ça. Allons-y. Parce que dès qu'on plonge véritablement dans les notes de recherche sur l'aquaculture moderne, et c'est la mission de notre exploration approfondie d'aujourd'hui, ce petit bateau de pêche en bois se désintègre complètement. Ah, ça, il ne reste plus grand-chose du petit bateau, c'est clair. On se retrouve instantanément propulsé face à un niveau d'ingénierie, de biologie appliquée et de gestion des fluides qui est honnêtement d'une complexité ahurissante. Le contraste entre le produit brut dans l'assiette et la machinerie nécessaire pour l'y amener est un véritable choc technologique pour ceux qui écoutent. Et pour comprendre cette réalité, il faut vraiment visualiser ça comme un spectre continu. Un spectre, d'accord. Ouais, notre public va voir aujourd'hui que les modalités de culture ne sont pas du tout monolithiques. Il y a une progression qui est impressionnante. On part d'une approche qui est littéralement sauvage, en plein air. Le niveau zéro de l'intervention, C'est ça. Et ensuite, on augmente le curseur du contrôle humain, étape par étape, variable par variable. Et à l'autre bout de ce spectre, on finit par concevoir des systèmes de haute technologie qui ressemblent à s'y méprendre à de l'ingénierie spatiale. De la science-fiction, carrément. Absolument. Alors, commençons par le degré zéro du contrôle, l'extrémité la plus simple de ce spectre, l'approche que l'on qualifie de système extensif. Le laisser-faire aquatique, par excellence. Voilà. L'idée de base, c'est d'effectuer des semailles, donc de relâcher des juvéniles directement dans des plans d'eau naturels immenses. Les sources citent souvent le cas du lac Rappel au Chili. Un exemple très parlant, oui. Et pour contextualiser, ce n'est pas un petit étang de jardin au fond d'un parc. Ah non, pas du tout. C'est un gigantesque réservoir artificiel, un barrage hydroélectrique massif. En gros, on y déverse des milliers de poissons et ensuite, on tourne les talons. C'est vraiment le principe même de l'extensif. L'absence de frontières artificielles strictes et surtout l'absence d'intervention trophique. Trophique, c'est-à-dire alimentaire, c'est ça? Exactement. Les poissons sont livrés à eux-mêmes dans la colonne d'eau, il n'y a pas de distribution de granulés, pas de suivi vétérinaire quotidien. Zéro contrôle. Zéro. Si l'animal a faim, il voit chasser son propre plancton ou ses propres proies. S'il y a un pathogène dans l'eau, son système immunitaire doit gérer ça tout seul. En fait, c'est un peu comme si un agriculteur prenait des sacs entiers de graines de fleurs sauvages, les dispersait au vent depuis un hélicoptère au-dessus d'une forêt domaniale et espérait pouvoir venir en cueillir quelques-unes des années plus tard. C'est une excellente analogie.
Et ce qui est fascinant ici, c'est la logique économique derrière ce choix. Parce qu'à première vue, ça n'a aucun sens. C'est vrai. Pourquoi investir de l'argent dans la production de juvéniles, dans une écloserie, pour ensuite les abandonner à la prédation et aux aléas climatiques? Ouais, avec les oiseaux, les plus gros poissons, on doit en perdre une quantité astronomique. Si on applique une logique industrielle classique de retour sur investissement, c'est un non-sens absolu. On ne peut absolument rien quantifier de manière fiable. Exactement. Si l'objectif c'est de remplir les congélateurs des supermarchés avec des rendements hyper prévisibles, c'est littéralement la pire stratégie possible. J'en déduis donc que l'objectif final du système extensif est tout autre. Absolument. Ce modèle y répond principalement à deux besoins très spécifiques qui s'éloignent complètement de la production de masse. Le premier, il est d'ordre écologique. Le repeuplement, je suppose. Voilà, le repeuplement. Si un écosystème lacustre ou fluvial a été dégradé ou si une population native s'est effondrée à cause de la surpêche, relâcher des individus permet de restaurer la biomasse. On utilise l'aquaculture comme un outil de réparation environnementale. C'est noble, comme démarche. Et le second objectif? Il est récréatif. La pêche sportive, on ensemence des lacs de grande envergure pour soutenir l'activité touristique locale. Ah, donc le poisson a bien une valeur économique, mais pas au kilo sur un étal de poissonnier. Exactement. Sa valeur, elle réside dans l'expérience qu'il offre au pêcheur qui vient passer le week-end sur le lac. C'est une approche très ciblée. Mais bon, si on cherche à augmenter la production alimentaire globale, sans pour autant basculer immédiatement dans l'industrialisation lourde, il doit bien y avoir une étape intermédiaire, non? Tout à fait. Si on veut conserver cet aspect naturel, tout en garantissant un meilleur taux de survie que le simple lâcher en hélicoptère, on arrive au système qu'on appelle semi-intensif. C'est le fameux point d'inflexion. Dans le semi-intensif, l'humain commence à modifier l'équation, mais avec une certaine retenue calculée. On ne contrôle pas tout. Non. L'environnement reste largement naturel, on utilise toujours des étangs ou des lagunes existantes, mais on introduit en variable fondamentale, la supplémentation nutritionnelle. C'est-à-dire qu'on ne laisse plus les animaux dépendre uniquement du zooplancton ou des petits insectes présents naturellement. On vient littéralement jeter de la nourriture dans l'eau. Exactement, on les aide. Mais j'imagine que l'équilibre est super précaire. Je veux dire, si on ajoute de la nourriture, la population va croître, et si la population croît trop, le plan d'eau naturel ne pourra plus absorber les déchets organiques de tous ces poissons si... C'est exactement le nœud du problème. La règle d'or du système semi-intensif, elle réside dans la gestion stricte de la densité. D'accord. On peut imaginer cela comme une réserve naturelle aménagée. On installe des mangeoires pour aider la faune à passer l'hiver ou à grandir plus vite, mais on s'assure que le nombre d'animaux reste bien en deçà de ce qu'on appelle la capacité de charge maximale de l'écosystème. La capacité de charge. Donc, la limite avant que tout ne s'effondre. C'est ça. Le milieu aquatique doit pouvoir assimiler, recycler naturellement l'azote et le phosphore qui sont générés par les excréments, et ça sans s'eutrophiser. S'eutrophisser, c'est quand l'eau devient toute verte et trouble. Oui, c'est-à-dire sans s'étouffer sous une prolifération d'algues toxiques qui pomperaient tout l'oxygène. C'est un compromis assez élégant, en fait. On optimise Mère Nature, mais on respecte ses limites métaboliques. C'est une belle synergie, oui. Seulement, on le sait, quand la démographie humaine explose et que la demande mondiale en protéines grimpe en flèche, respecter le rythme naturel, ça ne suffit plus du tout à fournir les volumes nécessaires. Ah non, là les limites sont vite atteintes. Pour créer une véritable industrie alimentaire, il faut s'affranchir de cette fameuse capacité de charge de l'écosystème local, ce qui nous propulse dans l'ère de la prise de contrôle totale, le système intensif. Le saut technologique est vertigineux à ce stade. On abandonne complètement l'idée de symbiose avec le milieu naturel. Fini le romantisme. Fini. Dans l'intensif, on parle d'une densité de population extrême, d'un contrôle rigoureux des paramètres environnementaux et d'une alimentation qui est désormais 100% artificielle. 100%. Oui, calibrée au milligramme près pour maximiser le ratio de conversion alimentaire. Mais logistiquement, attendez, une haute densité, d'accord, mais où mettons tous ces animaux? Si on les retire des immenses lacs, il faut bien repenser l'espace physique. C'est le grand défi spatial de l'aquaculture. D'après les notes, on a essentiellement 3 zones géographiques à conquérir pour faire de l'intensif. La mer ouverte, la colonne d'eau suspendue ou la terre ferme. Commençons par la mer. L'architecture typique mentionnée, ce sont les radocages. En espagnol, dans les sources, les balsaraulas. Les radocages, ça représente une ingénierie côtière vraiment redoutable. En surface, on observe des plateformes géométriques massives. Celles qu'on voit parfois depuis la côte avec des anneaux noirs.
Souvent circulaires, oui, faites d'acier ou de polymère haute densité, capables de résister à la houle océanique et aux tempêtes. Mais l'essentiel se passe sous la surface, en fait. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? De gigantesques poches de filets qui plongent à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Donc on utilise l'océan UV comme un simple support physique et limite comme un tapis roulant pour l'oxygène et les déchets. C'est une bonne image. L'eau marine traverse le filet continuellement, elle apporte l'oxygène dissous, et elle emporte une partie des excréments et des résidus d'aliments au gré des courants marins. C'est le principe du flux ouvert naturel. On a clôturé un volume d'océan très précis pour y imposer nos propres règles de densité. Mais le défi structurel est immense. J'imagine que ça ne doit pas tirer du monde, un filet géant rempli de poissons. Exactement. Il faut empêcher les prédateurs marins, comme les lions de mer ou les requins, de déchirer les filets pour atteindre ce garde-manger surpeuplé. Et en même temps, il faut garantir une tension hydrodynamique suffisante pour que le filet ne s'écrase pas sur les poissons lors des fortes marées. C'est une véritable forteresse souple en fait. C'est tout à fait ça. La deuxième structure architecturale de ce système intensif m'intéresse particulièrement parce qu'elle concerne les mollusques, les bivalves. Ah oui, c'est très différent. Les sources utilisent le terme de linternas ou en anglais des pearl nets, des filets à perles. Honnêtement, je trouve l'appellation étonnamment poétique pour de l'aquaculture industrielle. C'est vrai que le nom est joli. L'approche pour les mollusques filtreurs comme les pétoncles ou les huîtres, elle est fascinante parce qu'elle exploite la verticalité. La verticalité, c'est-à-dire? Les lanternes sont des structures tridimensionnelles. Imaginez des cylindres constitués d'un maillage fin et qui sont divisés intérieurement en plusieurs étages superposés. Comme un immeuble miniature en gros? Exactement. Ces lanternes sont accrochées à de longues lignes de flottaison qu'on appelle des filières et elles restent suspendues entre deux eaux. Ah, je vois l'avantage. Si on les laisse au fond de l'eau, sur le sable, non seulement on perd énormément d'espace, mais on les expose directement aux prédateurs rampants, genre les étoiles de mer ou les crabes. C'est le festin assuré pour les crabes sinon. Donc en les suspendant dans la colonne d'eau, on fait du développement urbain vertical pour huîtres. C'est ça. Et surtout, on optimise l'accès à la ressource. Les mollusques sont des filtreurs. En étant suspendus là où les courants marins sont les plus constants, ils ont un accès permanent à un flux ininterrompu de phytoplancton. Leur nourriture naturelle. Voilà. Les mailles du filet à perles les confinent dans un espace restreint pour une récolte ultra concentrée, tout en laissant passer les microalgues pour qu'ils se nourrissent. C'est brillant. Mais bon, que ce soit les cages en mer ou les lanternes suspendues, on reste quand même tributaire de l'humeur de l'océan. Si une énorme tempête frappe ou si une marée rouge d'algues toxiques survient, la récolte est super vulnérable. Oui, la nature a toujours le dernier mot en mer. Ce qui nous amène à la troisième option, la plus radicale de toutes, la terre ferme. Les bassins ou estanques. Là, c'est l'isolation géographique ultime. On coule du béton ou de la fibre de verre sur la côte, ou même loin à l'intérieur des terres, et on y met les poissons. C'est l'étape où le contrôle devient total, oui. Mais cette isolation, elle crée un problème logistique monumental. L'eau. L'eau. En mer, les courants nettoient les cages gratuitement. Mais dans un bassin terrestre statique qui contient des milliers de poissons qui s'alimentent et excrètent en permanence, la dégradation de la qualité de l'eau est exponentielle. C'est le grand défi de l'aquaculture intensive sur Terre. Comment gérer toute cette eau sale? Traditionnellement, la réponse a été l'ingénierie brute, ce qu'on appelle le système à flux ouvert. C'est ça. En gros, on dérive un cours d'eau naturel, genre une rivière. L'eau s'engouffre dans le bassin, apporte de l'oxygène frais, balaye littéralement les déchets métaboliques des poissons et ressort à l'autre bout pour retourner dans la rivière. La dilution comme solution à la pollution, en somme. Ouais, C'est un modèle qui a largement prouvé son efficacité en eau douce, notamment pour la truticulture. l'élevage des truites. Oui, ça requiert peu de technologies complexes. On utilise souvent la simple gravité pour faire circuler l'eau d'un bassin à l'autre, en escalier. Sauf qu'à grande échelle, avec des densités intensives, l'eau qui ressort n'a absolument plus le même profil chimique que l'eau qui est entrée. Ah, ça non. Elle est chargée de matières en suspension, d'azote et de phosphore. En gros, on externalise le coût environnemental sur l'écosystème en aval. C'est le gros point noir du système. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Face à cette limite écologique, on a développé le point de bascule technologique absolu de l'aquaculture moderne. Le système RAS. RAS. Recirculating Aquaculture Systems. Les systèmes d'aquaculture en recirculation.
Là, c'est un changement de paradigme fondamental. On arrête complètement de concevoir l'eau comme un vecteur de transport jetable. On la considère désormais comme un environnement qu'il faut maintenir artificiellement en vie. Et pour bien saisir l'ampleur du défi pour les esprits curieux qui nous écoutent, l'analogie la plus pertinente, c'est pas agricole, c'est spatial. Spatial? Ouais, pensez à la Station spatiale internationale. À bord de l'ISS, l'eau est la ressource la plus rare et la plus critique. On ne peut pas ouvrir un robinet pour chasser les déchets dans le vide de l'espace. Effectivement. Chaque goutte de sueur, chaque millilitre d'humidité expiré par les astronautes doit être capturé, purifié et réinjecté dans le circuit. Eh bien, le système ERAS, c'est l'ISS pour les poissons. On est sur un taux de renouvellement de l'eau inférieur à 5%. Moins de 5% par jour, oui. Ça signifiait que plus de 95% du volume total du bassin tourne en boucle fermée, en permanence. C'est juste ahurissant. Je veux dire, si je mets des milliers de saumons dans un volume d'eau fermé et que je ne renouvelle que 5% de l'eau, le bassin devrait théoriquement devenir un bouillon toxique mortel en quelques heures, non? Absolument. Et pour empêcher ça, l'eau doit passer à travers un véritable parcours du combattant technologique. Alors traçons le voyage d'une goutte d'eau usée qui sort de ce bassin. La première barrière, c'est la filtration mécanique. C'est la ligne de front. Le filtre mécanique a pour mission de capturer la matière solide, c'est-à-dire les fesses des poissons et les résidus de granulés non consommés. On utilise quoi, eux, là? Des tamis? Généralement des filtres à tambour rotatif, qui sont équipés de tamis microscopiques qui tournent continuellement et s'auto-nettoient. L'objectif, c'est vraiment de retirer la charge organique avant qu'elle ne commence à se décomposer et à consommer le précieux oxygène dissous dans l'eau. Très bien. Donc l'eau ressort visuellement claire. On a retiré les gros morceaux. Mais bon, l'eau claire n'est pas forcément de l'eau saine. Le vrai danger est moléculaire, invisible à l'œil nu. Tout à fait. Ce qui nous amène au cœur nucléaire du système RAS, le biofiltre. C'est là que la biologie pure entre en jeu, n'est-ce pas? Dans les tissus branchiaux. Et dans l'eau, elles se transforment très rapidement en nitrites, qui sont tout aussi pernicieux. Les nitrites vont se lier à l'hémoglobine dans le sang des poissons, créant ce qu'on appelle la maladie du sang brun. Ça a l'air terrible. Salé. Ça empêche le transport de l'oxygène, donc les poissons meurent d'asphyxie interne, même si l'eau autour d'eux est totalement saturée en oxygène. Le rôle du biofiltre, c'est de briser cette chaîne toxique. Et la solution, étrangement, ne passe pas par l'ajout de produits chimiques, elle passe par la manipulation du vivant. En réalité, dans un système RAS, l'aquaculteur gère simultanément deux élevages complètement différents. C'est une excellente façon de le formuler, oui. Il élève des poissons d'un côté et il cultive minutieusement des milliards de bactéries microscopiques de l'autre à l'intérieur de ce biofiltre. C'est ça. Le biofiltre, en fait, c'est un réacteur qui contient des millions de petits supports plastiques, les biomédias. Ils offrent une surface de colonisation immense pour des bactéries bien spécifiques, comme les nitrosomonas et les nitrobactères. Et que font ces bactéries exactement? Ces bactéries vont se nourrir de l'ammoniac, le transformer en nitrite, puis oxyder ces nitrites pour les convertir en nitrate, qui est un composé infiniment moins toxique pour la vie aquatique. D'accord. Sans cette main-d'œuvre bactérienne invisible, le circuit fermé est tout simplement impossible. Bon, notre petite goutte d'eau est maintenant débarrassée de ces solides et détoxifiée biologiquement. Mais on fait face à un autre problème métabolique, la respiration. Des milliers de poissons dans un espace confiné produisent une quantité phénoménale de dioxyde de carbone, de CO2. Et le CO2, ça s'accumule vite. Dans un étang naturel, le CO2 s'échappe simplement à la surface grâce aux échanges gazeux avec le vent. Mais dans un RAS à ultra haute densité, l'accumulation de CO2 surpasse largement la capacité d'échange de la surface de l'eau. Et le pire, c'est que le CO2 dissous dans l'eau ne se contente pas d'asphyxier les animaux. Il réagit avec l'eau pour former de l'acide carbonique. Ah, donc le pH chute. Exactement. Si on ne l'évacue pas, le pH du bassin va s'effondrer. L'eau deviendra acide, ce qui, au passage, détruirait instantanément notre précieuse colonie de bactéries dans le biofiltre avant même de tuer les poissons. C'est un vrai château de cartes. C'est pour cela que l'eau passe ensuite dans une tour de dégazage, j'imagine. Voilà, le dégazeur, c'est la ventilation forcée du système. On fait tourner l'eau en cascade ou on la pulvérise vigoureusement pour augmenter artificiellement sa surface de contact avec l'air ambiant. On frappe l'eau en quelque sorte. C'est ça. On force le CO2 à s'en échapper, ce qui régule le pH. Et puisque l'eau a recraché son mauvais air, il faut la recharger en carburant. C'est l'étape de l'oxygénateur qui vient injecter sous très haute pression de l'oxygène pur liquide directement dans le flux.
À ce stade, l'eau est physiquement propre, chimiquement stable, sans CO2 nocif et sursaturée en oxygène. Elle serait presque prête à retourner dans le bassin. Presque. Mais il reste une faille monumentale dans notre architecture fermée, c'est la biosécurité. Ah, la hantise des éleveurs. Ben oui, on fait tourner 95% de l'eau en boucle avec une densité d'animaux extrême. C'est un incubateur parfait. Si un pathogène, un virus ou une mauvaise bactérie parvient à entrer dans ce circuit, il n'y a pas de prédateur naturel pour l'arrêter et il a un accès immédiat à des milliers d'autres concentrés au même endroit. La propagation prendrait littéralement quelques heures, ce serait un massacre absolu. Alors, comment sécuriser l'eau sans y déverser du chlore? Parce que le chlore tuerait immédiatement les poissons et les bactéries du biofiltre. C'est là qu'intervient la désinfection par ultraviolet, le fameux système UV. Juste avant que l'eau ne regagne les bassins, elle traverse une chambre qui est irradiée par de puissantes lampes à rayons UVC. Comme dans les hôpitaux. Un peu, oui. Et ces rayons ne tuent pas les organismes à la manière d'un poison chimique. En fait, ils ciblent et détruisent les liaisons de l'ADN et de l'ARN des virus et des bactéries pathogènes. Les micro-organismes perdent instantanément leur capacité à se répliquer et ils deviennent inoffensifs. C'est un véritable bouclier laser de stérilisation, c'est fou. Alors, récapitulons un peu tout ce bazar. On filtre mécaniquement la matière, on détoxifie l'ammoniac biologiquement avec des bactéries, on dégaze le CO2 par friction, on injecte de l'oxygène sous pression et on irradie l'eau aux ultraviolets pour casser l'ADN des virus. Et tout ça en continu, 24 heures sur 24. C'est un prodige d'ingénierie. Mais cela m'amène à un dilemme profond soulevé par ces sources. L'argument central en faveur du RAS, c'est qu'il s'agit de l'option la plus écologique, car on isole la production de l'environnement, on ne pollue plus les rivières et on préserve l'eau douce. C'est le consensus général, oui. La biosécurité environnementale est maximale. Mais permettez-moi de remettre cette médaille écologique en question 2 secondes. Faire tourner des pompes industrielles capables de bouger des milliers de mètres cubes d'eau, alimenter des générateurs d'oxygène liquide, refroidir ou chauffer l'eau, et faire briller des batteries de lampes UV, enfin, ça exige une quantité faramineuse d'électricité en permanence. C'est indéniable. Si l'installation RAS est branchée sur un réseau électrique alimenté par des centrales au charbon ou au gaz, est-ce qu'on ne fait pas simplement déplacer le problème? On arrête de polluer la rivière locale, d'accord, c'est super, mais on explose complètement notre empreinte carbone. Si on relie cela à une vue d'ensemble, c'est une excellente observation, et c'est vraiment le cœur du dilemme contemporain de l'aquaculture. Le système RAS est effectivement un gouffre énergétique. Les factures doivent être effrayantes. Les coûts d'investissement initiaux et les coûts opérationnels liés à l'énergie sont colossaux en comparaison avec un simple flux ouvert ou une cage en mer. C'est un arbitrage complexe. On choisit son poison, en fait. Exactement. On échange un risque biologique et chimique local, comme la pollution de l'eau et la fuite de parasites, contre un fardeau énergétique global. C'est pour cela que la viabilité écologique d'un système RAS dépend intimement du mix énergétique du territoire sur lequel il est implanté. Si c'est de l'énergie renouvelable, c'est génial. Si c'est du charbon, le bilan est mauvais. C'est fascinant de voir à quel point tout est interconnecté. Le parcours que nous avons suivi aujourd'hui illustre parfaitement notre volonté sans fin de maîtriser le vivant. C'est une longue quête, oui. Nous sommes partis d'une liberté totale, de poissons relâchés dans les eaux sauvages du lac Rappel sans aucune intervention, pour finir notre périple en décortiquant un circuit hyper pressurisé, géré par des biofiltres bactériens et des lasers ultraviolets. C'est toute l'évolution de la relation humaine à la production alimentaire condensée sur un seul axe. Et pour clore cette réflexion, ce degré de maîtrise technologique absolue nous ouvre des perspectives qui dépassent très largement le cadre de nos océans terrestres. Ah bon? Vers quoi? En analysant la rigueur d'un système RAS, une hypothèse scientifique sérieuse émerge. Sachant que nous avons aujourd'hui l'ingénierie pour maintenir en vie, faire croître et reproduire des organismes complexes dans un circuit fermé et étanche, en recyclant 95% de l'eau, Ouais. et en gérant chimiquement les gaz et biologiquement les déchets. On réalise que nous ne construisons pas seulement des fermes piscicoles. Oh, je crois que je vois où cette logique nous mène. Cette technologie de recirculation, développée initialement pour protéger nos fleuves et produire des protéines à haute densité en milieu urbain, pourrait être le plan de construction exact dont l'humanité aura besoin pour l'exploration spatiale de longue durée. Mais oui, c'est évident. Quand nous devrons établir des colonies autonomes sur des bases lunaires ou sous les dômes d'une future colonie martienne,
nous aurons besoin de protéines de haute qualité. L'ingénierie du RAS que nous perfectionnons aujourd'hui pour nos poissons est très probablement le prototype fonctionnel des systèmes de survie écologique qui nourriront les astronautes de demain. Le saumon martien cultivé en boucle fermée. L'analogie avec la Station spatiale internationale n'était pas qu'une métaphore pour expliquer le filtrage. C'est potentiellement la destination finale de cette technologie. C'est incroyable. C'est une perspective vertigineuse, n'est-ce pas? Quelle réflexion extraordinaire pour terminer. Pour tous les esprits curieux qui nous ont accompagnés au fond de ces bassins de haute technologie, j'espère que la prochaine fois que nous verrons une huître ou un filet de poisson, on pensera tous à l'ingénierie de la lanterne suspendue au biofiltre bactérien qui se cache derrière. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration approfondie et à très bientôt pour décortiquer ensemble de nouvelles connaissances. Imaginons un instant un être vivant dont la vitesse de développement ne dépend absolument pas du temps qui passe. Genre, pas du tout. Mais qui dépend littéralement d'une équation mathématique avec la température ambiante. Ouais, c'est un concept assez fou quand on y pense. Mais vraiment, parce que d'habitude, quand on pense à la gestation ou au développement d'un animal, on a en tête une sorte d'horloge interne implacable, quoi. Il faut un certain nombre de mois ou de jours, et puis voilà, un point c'est tout. C'est ça l'horloge biologique classique? Exactement. Mais aujourd'hui, pour notre exploration en profondeur, on décortique un document technique sur la physiologie et le cycle de production du saumon. Et honnêtement, en lisant ces données de biologie avancée, on a vraiment l'impression d'être face à un scénario de science-fiction. C'est une comparaison qui est très juste en fait. La réalité biologique de cet animal dépasse de très loin l'imagination. Le voyage d'un saumon depuis l'état d'œuf microscopique jusqu'à sa survie dans l'immensité de l'océan, c'est une démonstration époustouflante d'ingénierie naturelle. Ah, mais je suis complètement fascinée. Et le plus incroyable, c'est que toute cette machinerie super complexe commence effectivement par une simple question de chaleur. Et c'est exactement ça qui m'a tout de suite accroché dans les sources. Avant même d'avoir des nageoires ou des écailles, l'horloge de ce poisson se met en marche grâce à ce que le document appelle les UTA, donc les unités thermiques cumulées. Ouais, les fameuses UTA. Si j'ai bien compris, en gros, c'est pas le temps qui fait grandir l'embryon, c'est littéralement la température de l'eau. Précisément, ouais. Les UTS, c'est la métrique standard en aquaculture. Et c'est basé sur une formule mathématique très élégante, en fait. Le nombre de jours nécessaires pour qu'une œuf éclose est égal au nombre d'UTA requises divisé par la température de l'eau en degrés Celsius. D'accord. Et la raison biologique fondamentale derrière ça, c'est que les poissons sont des animaux poikilothermes. Attends, poikilotherme, c'est le terme technique pour dire à sang froid, c'est ça? Alors oui, c'est ça, mais sans froid, c'est toujours un peu trompeur comme terme. En fait, ça signifie surtout qu'ils ne régulent pas leur propre température interne. Nous, les mammifères, on dépense une énergie colossale pour maintenir notre corps autour de 37 degrés. Ouais, qu'il neige ou qu'il fasse canicule, quoi. Hein. Exactement. Le saumon, lui, il sous-traite totalement cette gestion à son environnement. Donc si l'eau est à 8 degrés, son corps est à 8 degrés, tout simplement. Donc son moteur métabolique tourne littéralement au rythme de la chaleur ambiante. Plus l'eau est chaude, plus ça va vite. C'est un peu comme la cuisson d'un gâteau magique. Un gâteau magique. Bah ouais, genre si on le met au four à une certaine température, ça prend un mois, mais si on double la température, ça prend 15 jours. Ah, je vois, ouais, vu comme ça. Mais du coup, mathématiquement parlant, je me pose une question. Si on divise par un chiffre énorme, le résultat est minuscule. Est-ce qu'on pourrait mettre ces œufs dans une eau presque bouillante pour, je sais pas, obtenir un poisson formé en 2 minutes? Impose son veto aux mathématiques pures, on va dire. Un gâteau à 1000 degrés, il cuit plus vite. Il carbonise. Ouais, c'est sûr. Et pour le saumon, c'est un peu similaire au niveau cellulaire. Les protéines et les enzymes qui construisent l'embryon, qui assemblent l'ADN et forment les tissus, elles ont une plage de tolérance très très étroite. Ah oui, c'est la fameuse dénaturation des protéines. Exactement. Si la température monte trop, l'agitation thermique détruit complètement la structure en 3 dimensions de ces protéines. En gros, elles fondent et elles perdent leur fonction, un peu comme le blanc d'un œuf qui durcit et change de forme dans une poêle bien chaude. Ah ouais. Et une fois cuit, impossible de le faire redevenir liquide. C'est ça. La formule des UTAS fonctionne à la perfection, mais uniquement à l'intérieur d'une fenêtre thermique très stricte. Grosso modo, entre 4 et 12 degrés Celsius pour le saumon de l'Atlantique. Ok, donc une fenêtre assez petite en fait. Très petite, ouais. En dessous de 4 degrés, le métabolisme s'arrête presque complètement, et au-dessus de 12, le système s'effondre et l'embryon meurt. Bon, pas de saumon instantané alors. Non, malheureusement. Le processus demande quand même de la patience, mais une patience qui est dictée par le thermomètre.
Mais ce qui est fou, c'est qu'une fois que cette incubation a réussi, le saumon ne se contente pas de grandir de manière linéaire. Le document décrit vraiment 6 métamorphoses distinctes. Ouais, c'est ça. C'est presque comme s'il changeait d'identité à chaque grande étape de sa vie, quoi. C'est un cycle de vie qui est extrêmement compartimenté, oui. Tout commence au stade qu'on appelle ovaverde, donc l'œuf vert. L'œuf vert, d'accord. C'est l'œuf juste après la fécondation, en fait. Visuellement, c'est très simple, c'est juste une petite sphère translucide. Mais à l'intérieur, les toutes premières divisions cellulaires se mettent déjà en place. Et ensuite, on passe à un stade qui porte un nom assez poétique, je trouve, Ova de Oro, le feuillet. Et là, le texte souligne vraiment que c'est un moment critique pour savoir si la gestation se passe bien. Pourquoi spécifiquement l'œil? En fait, parce que l'œil, c'est un organe qui est extrêmement dense en pigments. À travers la membrane de l'œuf, qui est presque transparente, ces pigments noirs forment un petit point très très visible. Ah, d'accord, je vois. Du coup, pour un biologiste ou un éleveur, l'apparition de ces deux petits points noirs, c'est vraiment la première preuve visuelle indiscutable qu'on n'a pas affaire à un œuf stérile. Ça prouve qu'un système nerveux complexe est en train de se former avec succès. C'est le premier signe de vie complexe, quoi. C'est ça. Puis vient l'éclosion, et là, on arrive au troisième stade, le alevin con sacco, donc l'alévin vésiculé. Et là, le document insiste lourdement sur la grande fragilité de cette étape. Ouais, j'ai lu ça. Imagine naître avec un immense sac de nourriture attaché directement à ton estomac et qui pèse presque aussi lourd que toi. Ouais, ça a l'air super encombrant. C'est le sac vitellin. À ce stade, le bébé poisson, il sait pas nager correctement. Il est complètement déséquilibré et surtout, il sait pas chercher de la nourriture. Donc il fait quoi? Il attend? Son seul objectif, c'est de se cacher dans les graviers au fond de la rivière et d'absorber très lentement les lipides et les protéines de ce fameux sac. S'il est exposé ou si le courant est un peu trop fort, il est condamné en fait. Ah ouais, c'est hyper précaire. Donc il vit sur ses réserves jusqu'à ce que le sac disparaisse. Et j'imagine que c'est cette disparition qui déclenche la phase 4. Absolument, c'est le stade fry. Le fry, voilà. L'alevin qui doit commencer à s'alimenter tout seul. Et c'est ici que j'ai eu une vraie révélation en lisant les sources. Le texte explique que le saumon est capable de manger des granulés industriels, des pellets, dès son tout premier repas. Ouais, c'est un détail qui peut paraître totalement anecdotique pour nous, mais sur le plan de la biologie marine et surtout de l'aquaculture, c'est une caractéristique qui est monumentale. Justement, le texte oppose le saumon à d'autres espèces marines qui exigent de la nourriture vivante comme les rotifères. Qu'est-ce que ça implique concrètement, réellement? Parce que moi, j'avais l'image de poissons un peu divas, tu vois, qui refusent la malbouffe pour exiger un repas gastronomique qui bouge. Ouais, l'image de la diva, ça fait sourire, mais en fait, c'est une réalité biologique très, très contraignante. Les larves de beaucoup d'espèces marines naissent avec un système digestif inachevé. Ah, ils ont pas tout ce qu'il faut, hein. Non, elles n'ont pas les enzymes pour digérer de la matière inerte. Elles ont obligatoirement besoin d'avaler des proies vivantes, comme ces fameux rotifères microscopiques, parce que ces proies contiennent leurs propres enzymes digestives. Attends, tu veux dire que la proie aide à se digérer elle-même? C'est ça, qui vont aider la larve à les assimiler, ouais. C'est fascinant, mais ça a l'air d'être un cauchemar logistique absolu à reproduire en captivité, non? Mais c'est un cauchemar sans nom. Élever des rotifères, c'est devoir gérer un écosystème microscopique tout entier. Il faut cultiver des microalgues spécifiques juste pour nourrir les rotifères. Oh là là. Il faut vérifier la qualité de l'eau au millimètre près, tout ça juste pour avoir de quoi nourrir les larves de poissons à la fin. C'est littéralement une usine dans l'usine. Ah ouais, d'accord, je comprends mieux. Alors que le saumon, lui, il naît avec un système digestif prêt à l'emploi. Dès le premier jour, on peut lui donner des granulés riches en protéines qui sont inertes, secs, stockables hyper facilement. Et c'est la raison principale pour laquelle le saumon est devenu le roi incontesté de l'aquaculture mondiale. Bien sûr, ça élimine toute la chaîne alimentaire parallèle qui est hyper complexe. Exactement. Une vraie aubaine industrielle fondée sur un avantage évolutif. Ensuite, une fois qu'il s'est bien nourri, notre alevin grandit et devient un parc, un tacon. C'est ça. Il vit toujours en eau douce, dans la rivière, et il développe ces fameuses taches foncées sur les flancs. Ouais, ces fameuses marques de tacon, c'est un véritable chef-d'œuvre de camouflage disruptif. En fait, elles brisent la silhouette du poisson par rapport au fond caillouteux de la rivière. Pour se cacher des prédateurs. Voilà, ça le rend presque invisible pour les prédateurs aériens comme les oiseaux ou même les plus gros poissons. Le parc, il va passer des mois, voire des années à se muscler dans le courant de la rivière. Et un jour, ces taches s'effacent. Le poisson s'allonge et devient complètement argenté. Et là, c'est le 6e stade, le smolt. Et cette armure argentée, c'est pas juste pour faire joli, quoi. C'est le signal visible qu'il est prêt à quitter l'eau douce pour l'océan. Exactement.
Et c'est bien plus qu'un simple changement de couleur. C'est le prélude à un bouleversement métabolique absolument terrifiant. Et c'est vraiment là que le documentaire devient captivant. Passer de l'eau douce à l'eau de mer, pour l'immense majorité des êtres vivants, c'est la mort assurée. Une mort très rapide, ouais. C'est un choc chimique insoutenable. Mais le smolt, lui, il possède ce super pouvoir assez méconnu, l'osmorégulation. C'est vraiment la clé de voûte de son existence. Pour comprendre l'exploit, faut se pencher sur la mécanique de l'osmose. D'accord. Donc l'eau va toujours migrer vers le milieu le plus salé pour tenter de le diluer. Ok, donc prenons la situation en eau douce. L'intérieur du saumon, ses fluides corporels, sont bien plus riches en minéraux et en sel que l'eau douce de la rivière. Par conséquent, la physique impose sa loi. L'eau de la rivière entre continuellement en masse dans le corps du poisson, par ses branchies, en essayant de diluer son sang. C'est une inondation interne permanente en fait. C'est exactement ça. S'il n'avait pas de mécanisme de défense, le poisson gonflerait, ses cellules éclateraient et il mourrait dans d'atroces souffrances. Ce qui amène à la première règle de survie en rivière que le texte mentionne, le saumon ne boit jamais d'eau douce, pas une seule goutte. Il en absorbe déjà beaucoup trop passivement par osmose. Du coup, son corps travaille à plein régime pour expulser cette eau excédentaire. Il va produire des quantités phénoménales d'urine très très diluées. Ah ouais, logique. Mais ça crée un tout nouveau problème. En urinant autant, il risque d'expulser les quelques sels minéraux précieux qu'il possède et dont son système nerveux a absolument besoin. Ah, l'équilibre est précaire. Et c'est ici qu'interviennent de minuscules machines moléculaires, les pompes Na+, K+, ATPase, qui sont situées dans les branchies. Ah ouais. Dans nos recherches, j'ai essayé de visualiser un peu ça. Et en fait, j'aime imaginer ces pompes comme des videurs de boîtes de nuit microscopiques, mais avec un comportement un peu étrange. Ah, comment ça? Mais en eau douce, et ces videurs, ils sont postés absolument partout, sur toute la surface des branchies. Et leur mission, c'est d'attraper les rares molécules de sel qui flottent dans la rivière, de les agripper par le col et de les forcer à entrer dans le corps du poisson pour maintenir sa concentration interne. Mais c'est une excellente analogie. Ça illustre parfaitement ce qu'on appelle le transport actif en biologie. Ces pompes Na+, K+, ATPase, elles ne se contentent pas de laisser passer le sel. Elles le forcent à entrer contre le gradient de concentration naturelle. Ouais, c'est l'inverse de l'osmose, quoi. Exactement. Et ça demande une énergie considérable. La cellule doit brûler de l'ATP, son carburant de base, pour faire fonctionner cette pompe mécanique. C'est un travail titanique qui est effectué 24 heures sur 24. Donc, le poisson dépense une énergie folle pour retenir son sel et recracher l'eau. Mais quand ce fameux smolt arrive enfin à l'estuaire et plonge dans l'océan, les règles de la physique s'inversent violemment. Bah oui, l'océan est massivement plus salé que les fluides internes du saumon. Donc là, l'osmose fait volte-face, l'eau est littéralement aspirée hors du corps du poisson vers l'océan salé. C'est dramatique. S'il conserve le même fonctionnement qu'en rivière, il va se déshydrater à une vitesse fulgurante. Il finirait momifié tout en nageant au milieu d'un océan d'eau. C'est un paradoxe terrible, ouais. Et pour survivre à cette déshydratation, la règle change du tout au tout. En mer, le saumon doit boire de l'eau en permanence. Ouais. Mais le problème, c'est qu'en buvant des litres d'eau de mer, il avale des doses mortelles de sel. Donc nos fameux videurs de boîtes de nuit, ils doivent changer stratégie en urgence, là. Et c'est là l'adaptation la plus spectaculaire. Les pompes Na+, K+, ATPase ne sont plus réparties partout. Elles vont migrer, se restructurer et se concentrer uniquement à la base de la lamelle branchiale. Ah, elles se déplacent. Oui, et surtout, elles inversent complètement leur fonction. Donc les videurs se regroupent tous aux portes de sortie et au lieu d'inviter le sel à entrer, ils passent leur vie à le jeter dehors à coups de pied. C'est tout à fait ça. Et pendant ce temps, les reins s'adaptent aussi. Le poisson produit très peu d'urine, mais elle devient extrêmement concentrée en sel. C'est dingue. Mais physiologiquement parlant, comment ce changement s'opère? Est-ce que le poisson arrive dans l'océan et goûte l'eau et son cerveau se dit alerte, c'est salé, il faut que je bouge mes pompes cellulaires. Ah non, il n'y a aucune conscience là-dedans. C'est un programme neuro-endocrinien d'une complexité vertigineuse qui a été sculpté par des millions d'années d'évolution. D'accord. C'est en fait la combinaison de plusieurs facteurs de l'environnement. Le changement de la durée du jour, la température et les tout premiers contacts avec la salinité. Tout ça déclenche une véritable tempête hormonale. Une tempête hormonale, carrément. Ouais, le cortisol, qu'on connaît souvent comme l'hormone du stress, et l'hormone de croissance entrent en jeu. Ces hormones circulent dans le sang et agissent un peu comme des interrupteurs génétiques. Oh waouh! Elles ordonnent directement aux cellules des branchies de détruire les anciennes pompes et d'en construire de nouvelles orientées dans l'autre sens.
C'est un niveau de programmation biologique fascinant, quoi. Une cascade d'hormones qui réorganise l'architecture même des cellules. C'est incroyable. Et d'ailleurs, ça nous mène à la dernière partie de cette analyse. Puisque la nature a créé un système aussi sensible et réactif aux signaux de l'environnement, notamment la lumière, l'être humain a rapidement compris qu'il pouvait utiliser ces mêmes signaux pour pirater le système. Ouais, le terme piratage ou biohacking, c'est tout à fait approprié ici. Le document aborde les méthodes d'aquaculture intensive et plus particulièrement la manipulation de la photopériode. L'objectif, c'est vraiment de contrôler le cycle jour-nuit pour tromper la physiologie du saumon. Le texte mentionne l'utilisation d'un cycle lumineux appelé 24-0. Ouais, C'est-à-dire 24 heures d'éclairage artificiel puissant au-dessus des bassins et 0 heure d'obscurité. Le soleil ne se couche jamais. C'est un peu comme créer un immense casino de Las Vegas, quoi. c'est clair. On supprime les fenêtres et les horloges, on met de la lumière partout pour que les poissons perdent totalement la notion des saisons. C'est exactement le but recherché. En supprimant l'obscurité, on bloque en fait la glande pinéale du poisson. D'accord, et elle sert à quoi alors? Cette glande, elle est responsable de la sécrétion de mélatonine, l'hormone de l'obscurité qui agit comme le calendrier interne du corps. Sans mélatonine, le cerveau du saumon ne reçoit jamais le signal que l'automne approche ou que les jours raccourcissent. Mais pourquoi faire ça? Quel est l'intérêt industriel de maintenir ces poissons dans un espèce d'été artificiel éternel? Et c'est pour bloquer la puberté. Ah bon? Ouais, l'objectif principal, c'est d'éviter la maturation sexuelle. La reproduction chez le saumon, c'est un processus qui est incroyablement coûteux en énergie. Dans la nature, quand l'horloge biologique sonne, le saumon arrête complètement de se nourrir et il redirige toute l'énergie de son corps vers le développement de ses gonades. Ah ouais, donc il puise dans ses réserves à fond. Et c'est pire que ça même. Il autodigère littéralement sa propre musculation. Ah, c'est dégueulasse! Sa chair qui est d'habitude si prisée et riche en graisse, elle devient pâle et molle. Son système immunitaire s'effondre et en plus, les hormones sexuelles provoquent une agressivité reproductrice extrême. Ah, ils deviennent agressifs. Très. Les mâles développent des mâchoires crochues, ils deviennent hyper territoriaux, ils s'attaquent et se blessent entre eux. Dans un bassin d'élevage, ça signifierait des poissons abîmés, malades et surtout une perte drastique du poids commercialisable. Ah ouais, c'est brutal. Donc, en gardant la lumière allumée en permanence, on fige les saumons dans un état de jeunesse perpétuelle. C'est exactement ça. Ils ne connaissent jamais cette crise d'adolescence destructrice, ils restent calmes, ils n'ont aucune envie de se battre et ils continuent simplement d'absorber des granulés pour fabriquer du muscle de manière continue. On désactive leur instinct de reproduction pour maximiser leur croissance. C'est le triomphe absolu du pragmatisme industriel sur le cycle naturel. L'homme utilise la machinerie intime du vivant, ses propres hormones et récepteurs cellulaires, pour redessiner la destinée de l'animal. C'est vraiment ce qui rend notre plongée dans ces documents si captivante, je trouve. On commence avec des concepts qui semblent hyper arides, des histoires de poékylothermie ou de pompe Na plus K plus ATPase, et en fait on réalise qu'il s'agit d'une véritable épopée de survie. Totalement. Ouais. Qu'il s'agisse de l'équation thermique qui décide du moment de la naissance des pompes cellulaires qui luttent contre le sel de l'océan, ou même de la lumière artificielle qui annule la puberté, chaque détail révèle une ingénierie d'une précision inouïe. Une précision qui est si réactive d'ailleurs qu'elle soulève une interrogation beaucoup plus large à mon sens. Ah bon, laquelle? On vient de voir comment une simple modification continue de l'éclairage et un environnement thermiquement contrôlé peuvent altérer fondamentalement le développement, l'agressivité et tout le métabolisme d'un organisme aussi complexe que le saumon. Oui, c'est vrai. Et du coup, ça pousse inévitablement à se poser une question sur notre propre espèce. Dans quelle mesure nos environnements modernes, qui sont saturés de lumière, d'écran 24 heures sur 24 et régulés par une climatisation constante, dérèglent-ils secrètement notre propre programmation biologique, nos hormones et nos phases de développement sans même qu'on en ait la moindre conscience? Si on observe deux immenses fermes d'élevage de saumon, l'une située, disons, dans les eaux glaciales des fjords norvégiens et l'autre dans les eaux côtières du Chili, on s'attendrait logiquement à ce que les opérations industrielles soient pratiquement identiques. Ouais, c'est clair, on parle des mêmes installations de base, des mêmes filets et des mêmes marchés mondiaux en fin de compte. Exactement. Mais des documents émanant de l'industrie chilienne révèlent une réalité complètement stupéfiante. Pour maintenir ces poissons en vie, le Chili injecte jusqu'à 200 fois plus d'antibiotiques dans ses élevages que la Norvège.
Un gouffre absolu. Ah oui, et c'est pas une simple anomalie statistique ponctuelle, genre sur une mauvaise année. Cet écart de 1 à 200, c'est un fait structurel. C'est une donnée brute qui remet carrément en question la viabilité de toute une méthode de production à l'échelle d'un pays. Bon, décortiquons un peu tout ça. Aujourd'hui, notre mission dans cette analyse en profondeur, c'est d'examiner une poignée de documents techniques vraiment cruciaux. Plus précisément, on se plonge dans les diapositives 24 et 25 d'un rapport sectoriel particulièrement dense. Très dense, ouais. Un rapport qui traite des défis environnementaux et des immenses programmes de diversification de l'aquiculture au Chili. Et l'objectif de notre exploration, c'est de comprendre les mécanismes réels et les coûts cachés de l'élevage marin à grande échelle. Tout ça en analysant les tentatives complexes d'une industrie qui essaie de se réinventer face à des impasses biologiques. Et c'est un sujet fondamental. L'agriculture est systématiquement présentée comme, tu sais, la grande solution miracle pour fournir des protéines à des milliards d'individus sans pour autant vider les océans de leur stock sauvage. Ouais, la fameuse révolution bleue. De la chasse sauvage vers la domestication marine, c'est loin d'être une équation mathématique parfaite. C'est exactement ce que met en lumière cette fameuse comparaison sur les antibiotiques. 200 fois plus d'antibiotiques au Chili par rapport à la Norvège, c'est un chiffre qui donne le vertige, quoi. Complètement. Mais au-delà du choc, il faut comprendre ce qui se passe sous l'eau. Pourquoi une telle différence? Est-ce que c'est simplement une question de réglementation plus souple au Chili ou est-ce qu'il y a une mécanique biologique spécifique en jeu? Ce qui est fascinant ici, c'est que l'explication est d'abord profondément géographique et microbiologique. La Norvège, par exemple, bénéficie de fjords très profonds avec des courants de marée extrêmement puissants. Ça renouvelle l'eau en permanence. D'accord, donc un bon brassage naturel. Exactement. Le Chili possède une topographie différente, mais surtout, les eaux chiliennes abritent un pathogène spécifique et redoutable. C'est une bactérie appelée Pichiricketia salmonis. Un nom bien barbare. Ouais, c'est elle qui cause le syndrome rickettsien du saumon, ou le SRS. Et cette bactérie a une particularité mécanique qui rend la situation purement cauchemardesque pour les éleveurs. Et c'est quoi cette particularité au juste? Pourquoi on ne peut pas simplement l'éradiquer comme on le ferait avec d'autres maladies animales? Parce qu'elle est intracellulaire. Contrairement à de nombreuses bactéries qui flottent un peu librement dans le sang ou les fluides du poisson, celle-ci s'introduit directement à l'intérieur des propres cellules immunitaires du saumon. Attends, à l'intérieur même des cellules immunitaires? Ouais, notamment les macrophages. Elles s'y cachent pour se multiplier tranquillement. Donc ça signifie que les anticorps classiques ont un mal fou à l'atteindre. L'industrie chilienne s'est retrouvée complètement coincée en fait. Ah, je vois. Face à cette bactérie invisible qui détruit les organes internes des poissons, la seule réponse trouvée pendant des décennies, ça a été de saturer l'alimentation de l'élevage avec des antibiotiques à large spectre, juste pour essayer de stopper l'infection en force, quoi. Pour bien visualiser ce que ça représente en termes de stratégie, imaginons un parallèle avec la santé d'une population humaine. C'est comme si on observait deux villes. Dans la première ville, à la moindre menace d'épidémie, on forçait la population entière à avaler des comprimés d'antibiotiques tous les jours, à chaque repas, juste au cas où, pour prévenir la maladie. C'est une bonne image, ouais. Alors que la deuxième ville miserait sur une hygiène de vie impeccable, une alimentation ultra ciblée, des vaccins pour que le corps se défende tout seul. C'est l'idée globale. Mais la réalité de la transition que tentent d'opérer les élevages chiliens en ce moment est encore plus complexe techniquement. Les documents mentionnent que le grand défi actuel, c'est de réduire cette dépendance chimique en passant à des aliments fonctionnels et des vaccins. Ok, donc ils essayent de changer de méthode. Voilà. Sauf que la vaccination contre une bactérie intracellulaire, comme on vient de le voir, c'est un casse-tête scientifique majeur. Mais les aliments fonctionnels, eux, agissent sur des leviers très très précis. Il ne s'agit pas juste de donner de la meilleure nourriture pour qu'ils soient en forme. On parle pas de leur donner une petite cure de vitamines le matin, quoi. Ah non, absolument pas. Les aliments fonctionnels modifient littéralement la machinerie biologique du poisson. Par exemple, les sources expliquent que certaines formulations intègrent des prébiotiques spécifiques et des lipides qui vont modifier le microbiome intestinal du saumon. D'accord. Et cette modification interne déclenche une réaction en chaîne. Ça pousse le poisson à sécréter une couche de mucus beaucoup plus épaisse sur ses écailles. Ah, intéressant. Donc une protection externe. Exactement. Ce mucus agit comme une armure physique et chimique. Ça empêche les parasites externes, comme le fameux pou de mer, de s'accrocher, et du coup ça réduit les lésions sur la peau par lesquelles les bactéries, comme la Pichiricketia, pourraient s'infiltrer.
C'est vraiment une ingénierie de la prévention à l'échelle cellulaire. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette bataille microscopique contre les bactéries et les parasites, c'est qu'une seule facette du problème. Si l'utilisation massive de produits chimiques finit par se dissoudre ou s'infiltrer dans la chaîne alimentaire, les sources mettent en lumière une autre crise, beaucoup plus physique et palpable. Tout à fait. Une crise environnementale très concrète. Ouais, une crise qui s'accumule de manière dramatique tout au fond de l'océan, générée précisément par cette concentration extrême de poissons au même endroit. C'est ça. L'impact d'une ferme aquacole ne s'arrête jamais aux simples limites des filets de la cage. Ce qui se passe en dessous est tout aussi crucial que ce qui se passe à l'intérieur. On a souvent tendance à imaginer l'océan comme, tu sais, un espace infini, avec une capacité magique à tout absorber et tout diluer. Mais quand on concentre des centaines de milliers de carnivores marins dans un espace restreint, les rejets deviennent industriels. Industriel et constant, oui. Les documents expliquent que les granulés de nourriture qui ne sont pas avalés par les poissons, combinés aux tonnes de matière fécale produites quotidiennement, ça tombe inlassablement au fond de l'eau. Imaginons un aquarium à la maison. L'aquarium qu'on oublie de nettoyer, genre. Exactement. Si on verse des poignées de flocons tous les jours, bien plus que ce que les poissons peuvent manger, sans jamais filtrer l'eau ni nettoyer le fond, le gravier finit par pourrir. L'eau devient toxique et tout meurt. Sauf qu'ici, l'industrie reproduit ça directement sur les fonds marins naturels. Et le rapport utilise un terme technique très précis pour décrire le résultat de cette accumulation de déchets organiques. On parle de la génération de fonds anoxiques. Anoxique. Ça sonne comme une condition extrême, presque un truc de science-fiction extraterrestre. C'est assez extrême en fait. Un milieu anoxique, c'est littéralement un environnement dont tout l'oxygène dissous a été entièrement consommé. Zéro oxygène. Zéro. Et le mécanisme qui mène à cette situation est implacable. Cette pluie constante de matière organique particulière atterrit sur la zone benthique, c'est-à-dire le lit marin, et face à cette abondance soudaine de nourriture morte, les bactéries aérobies locales, donc celles qui ont besoin d'oxygène pour vivre, entrent dans une vraie frénésie de décomposition. Elle prolifère pour nettoyer le fond marin, j'imagine. Un genre de buffet à volonté? C'est un buffet à volonté, ouais. Elle se multiplie à une vitesse exponentielle. Mais pour décomposer cette charge massive, ces bactéries, elles respirent. Elles consomment tellement d'oxygène qu'elles finissent par épuiser absolument toute la réserve disponible dans cette zone benthique localisée. Waouh! Et une fois ce seuil critique franchi, toute la macrofaune du coin, les crabes, les étoiles de mer, les petits poissons de fond, elle étouffe et elle meurt. Donc le fond marin devient un cimetière inerte, en fait. C'est pire qu'inerte, parce que sans oxygène, les bactéries aérobies meurent à leur tour. Et ce sont des bactéries anaérobies qui prennent le relais. Celles qui n'ont pas besoin d'oxygène. Voilà, elles n'utilisent pas d'oxygène, mais elles utilisent des sulfates pour décomposer la matière. Et le problème, c'est le sous-produit de cette réaction. C'est pas du dioxyde de carbone habituel, c'est du sulfure d'hydrogène. Aïe! C'est un gaz hautement toxique qui noircit les sédiments et dégage une odeur d'œuf pourri. Le fond marin ne fait pas que mourir, il devient chimiquement hostile à tout retour à la vie normale pendant de longues périodes. C'est une véritable zone morte générée par asphyxie biochimique. C'est une réaction en chaîne vraiment redoutable. Et quand on relie ces deux réalités, d'un côté, l'impasse sanitaire qui pousse à l'utilisation massive de produits chimiques, et de l'autre, l'impasse écologique de ces fonds benthiques transformés en déserts toxiques, on comprend vite pourquoi l'industrie ne peut plus se contenter de petites modifications à la marge. Non, il leur fallait une rupture. Les documents révèlent qu'ils ont dû chercher une porte de sortie radicale. Au lieu de s'acharner uniquement sur le saumon, le Chili a décidé de tenter un pari à plusieurs millions de dollars. Changer complètement d'espèce. Si l'on relie cela à la situation globale, c'est une décision d'une ampleur stratégique majeure. Les documents détaillent la création du programme de diversification de l'aquaculture chilienne, c'est connu sous l'acronyme PDACSH, et c'est souvent associé au PTEC, les programmes technologiques stratégiques. L'idée centrale de ces programmes, financés à coût de millions de dollars, c'est de développer la culture d'espèces qui sont natives des eaux chiliennes. Et la répartition de cet effort est géographiquement très compartimentée dans le pays. Ils ont divisé ça entre le nord et le sud, c'est ça Exactement. Dans le nord du pays, les capitaux se sont concentrés sur la palometa, qu'on appelle scientifiquement Seriola lalandi, et sur la corvina, ou Cicotalos gilberti. D'accord. Dans le sud, là où les eaux sont beaucoup plus froides, les efforts ont ciblé la merluza australe, donc le Merluccius australis, et un poisson un peu mythique, le bacalao des profundida, le Dissochticus eleginoides.
Cette division nord-sud, c'est vraiment la base de leur logique biologique. C'est une Bien, phase. l'intention affichée par ces investissements gigantesques, c'est de cesser d'imposer un modèle unique, avec un poisson exotique comme le saumon de l'Atlantique, pour se tourner vers des espèces qui ont évolué pendant des millénaires dans ces eaux spécifiques. La logique locale prime. Voilà. Théoriquement, une espèce native est parfaitement adaptée aux températures locales, aux courants, et surtout, elle possède un système immunitaire naturellement forgé pour résister aux pathogènes de la région, comme notre fameuse bactérie intracellulaire. Je comprends très bien la théorie sur le papier. C'est séduisant. Mais en lisant ces diapositives, je dois avouer que je me pose une question fondamentale sur la véritable intention derrière ces programmes. Ah bon? Laquelle? Est-ce que le fait d'injecter des millions pour apprendre à élever de la corvina ou du bacalao, ça revient pas simplement à fuir le cœur du problème? C'est un peu comme, imaginons qu'on ait une maison qui souffre d'un grave problème de moisissure, toxique, à cause d'une énorme fuite dans le toit. Ok, je vois l'image. Au lieu de réparer la fuite et d'assainir la maison en profondeur, on dépense une fortune pour acheter des meubles en plastique hyper résistants en espérant qu'ils survivront à la moisissure. Est-ce qu'on s'attaque vraiment aux causes profondes de la pollution par les déchets et aux fonds anoxiques, ou est-ce qu'on espère juste trouver un locataire biologique plus coriace pour survivre dans le même système industriel défaillant? L'analogie de la maison illustre super bien le risque de fuite en avant économique. C'est un danger réel. Cependant, du point de vue de l'écologie marine pure, l'analyse des biologistes derrière ces programmes est assez différente. Comment ça? Ils argumenteraient que le saumon de l'Atlantique est par définition une espèce exotique invasive au Chili. L'introduire massivement dans cet écosystème, c'était ça la véritable fuite dans le toit. Ah donc, l'erreur de base, c'était le choix de l'espèce. Exactement. L'inadéquation entre la biologie du saumon et l'environnement chilien est précisément ce qui génère le stress chronique des poissons, leur vulnérabilité extrême aux fameux pathogènes intracellulaires et donc la nécessité absolue des antibiotiques. D'accord, je vois la nuance. En cherchant à cultiver la palometa ou la corvina, ils se disent qu'ils n'achètent pas des meubles en plastique, tu vois. Ils tentent de réparer l'inadéquation fondamentale. Si le poisson est naturellement adapté à son milieu, le besoin d'intervention chimique chute drastiquement. Ok. C'est un argument tout à fait valable sur le plan évolutif. Ramener l'espèce native pour rééquilibrer la balance biologique. Mais comme le montrent les toutes dernières notes de ces documents, vouloir dompter de nouvelles espèces sauvages lors d'une réunion budgétaire dans un bureau, c'est infiniment plus simple que de se confronter à l'intransigeance de la nature. Ah ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Le bilan commercial actuel force tout le monde à un brutal retour à la réalité. Cela soulève une question importante en fait, sur notre arrogance technologique face au rythme biologique de l'évolution. On pense pouvoir tout accélérer. Mais le constat des documents est sans appel. Sur toutes les espèces ciblées par ces programmes d'innovation massive, seule la culture de la palometa, la Seriola lalandi dans le nord, a montré des résultats commerciaux significatifs à ce jour. Seulement 1 sur 4. Ouais. Tous les autres grands espoirs, la corvina, la merluza australe et le bacalao des profundidades, sont officiellement classés en stand-by. Ils sont suspendus, paralysés parce que le rapport appelle sobrement diverses difficultés techniques. Et derrière ces mots très lisses, ces fameuses difficultés techniques, il se cache en réalité un gouffre d'ignorance scientifique. Domestiquer un animal terrestre, comme la vache ou le porc, ça a pris des milliers d'années à l'humanité. Des millénaires de sélection. Voilà. Et ici, on demande à des scientifiques de réaliser le même exploit avec des carnivores marins sauvages en seulement quelques petites années. Prenons le cas fascinant du bacalao de Profundida, la légine australe. Un poisson qui vit super profond, non? Très profond. C'est un poisson qui évolue dans les profondeurs abyssales, souvent entre 1000 et 2000 mètres sous la surface de l'océan. Il vit dans une obscurité totale, sous une pression littéralement écrasante, dans des eaux glaciales, et il peut vivre des décennies. Donc, essayez d'élever ça dans une ferme. Essayer de simuler ces conditions de pression, de température et de cycle reproductif dans des bassins artificiels à la surface, c'est un défi qui frôle l'impossible. C'est de la folie d'un point de vue de l'ingénierie. Et même pour les espèces qui vivent moins en profondeur, comme la corvina, les défis doivent être insurmontables à une autre échelle, peut-être microscopique? Exactement. Le grand mur technique, c'est très souvent l'élevage larvaire. Quand une corvina sauvage pond dans la nature, ses larves sont microscopiques, elles sont quasiment transparentes, avec un système digestif à peine formé. Très fragile. Extrêmement. Dans l'océan, elles se nourrissent d'un zooplancton très très spécifique. En captivité, recréer cette chaîne alimentaire microscopique est un vrai cauchemar. Il faut d'abord cultiver des microalgues en laboratoire, Ok, pour nourrir le plancton.
C'est ça. Ces microalgues servent à nourrir des rotifères qui eux-mêmes serviront de proie vivante aux larves de poissons. C'est une poupée russe biologique. Et si la taille de la proie vivante est trop grande d'1/10 de millimètre, ou si son profil lipidique n'est pas parfaitement identique à celui de l'océan naturel, le lot entier des millions de larves peut mourir de faim en l'espace de 48 heures. C'est dingue. Et le truc, c'est que l'argent ne permet pas de forcer une larve à digérer ce qu'elle ne reconnaît pas, peu importe les millions investis. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? La situation fait inévitablement penser à la dynamique d'un incubateur de start-up technologiques dans la Silicon Valley, tu vois. Ouais, on lance plein de projets, on regarde ce qui colle. Exactement. On identifie un marché en pleine croissance, on finance 4 méga-projets en y injectant des millions, on déploie des armées d'ingénieurs et de chercheurs, mais à la ligne d'arrivée, il n'y a qu'une seule licorne, la Palometa, qui parvient à survivre au processus de développement pour devenir un produit viable. C'est la seule qui passe le filtre. Tous les autres projets s'effondrent sous le poids de leur propre complexité et se mettent en pause indéterminée. Tout simplement parce que le code source, dans ce qu'apprécie la biologie marine, refuse obstinément de se laisser programmer pour s'adapter à nos exigences de rentabilité. La comparaison illustre très bien la brutalité de l'échec économique. Mais il y a une différence majeure qu'il faut souligner. Dans la technologie logicielle, si le code ne fonctionne pas, un groupe de bons développeurs peut le réécrire entièrement en quelques semaines. Ouais, on fait une mise à jour et c'est repartir. Mais en biologie marine, on ne peut pas réécrire les millions d'années d'évolution qui dictent le comportement, le métabolisme et les exigences environnementales d'une espèce sauvage. Les programmes PDHA et PTSC se sont heurtés à un mur, le mur de la physiologie animale. La nature a ses limites. L'échec de la mise sur le marché du bacalao ou de la merluza, c'est pas un manque d'investissement financier de la part du Chili. C'est l'incapacité de l'ingénierie humaine à plier les lois naturelles à sa volonté. C'est un parcours intellectuel vraiment dense que nous venons d'effectuer à travers ces documents de l'industrie. Si on récapitule rapidement notre exploration, Vas-y. on a commencé par découvrir un écart incroyable de 1 à 200 dans l'utilisation d'antibiotiques entre la Norvège et le Chili. Un écart dicté par des pathogènes intracellulaires sournois qui obligent à saturer l'eau de traitements chimiques. Et avec l'espoir de s'en sortir grâce à des aliments fonctionnels, capables de modifier le microbiome et le mucus même des poissons. Exactement. Ensuite, on est descendu au fond de l'eau pour analyser comment une simple surcharge de matière organique, les restes de nourriture et les excréments, génère une prolifération bactérienne qui épuise tout l'oxygène. Créant ces fameux fonds benthiques anoxiques saturés de sulfure d'hydrogène toxique. Un étouffement littéral de la biodiversité locale. Et face à ces limites physiques et sanitaires du modèle centré sur le saumon, on a décortiqué la grande contre-attaque de l'industrie. Des investissements massifs pour diversifier l'élevage avec des espèces locales du nord au sud du pays. Pour finalement réaliser que l'argent et la technologie ne suffisent pas toujours à surmonter la complexité inouïe de l'élevage larvaire ou les exigences abyssales de certaines espèces. Résultat des courses, une seule réussite commerciale avec la Palometa et un retour à la case départ en mode stand-by pour tout le reste. Cette synthèse démontre bien à quel point la domestication des océans est une frontière technologique infiniment plus complexe et peut-être plus dangereuse que la domestication terrestre à laquelle on est habitué depuis des millénaires. Ce qui amène inévitablement à prendre un peu de recul sur l'ensemble de ces données. Pourquoi quelqu'un qui s'intéresse à l'économie, à l'alimentation mondiale ou à l'écologie devrait scruter de près ces rapports chiliens? Bonne question. Parce qu'ils apportent la preuve chiffrée de l'intérieur même de l'industrie, que l'application de modèles d'usines terrestres à l'immensité mouvante de l'océan engendre des coûts biologiques vertigineux. Ils nous montrent qu'on ne peut pas simplement forcer la main à la nature en signant un gros chèque. C'est une leçon d'humilité. Cela souligne l'urgence de concevoir des systèmes de production qui épousent véritablement les limites écologiques de chaque région, au lieu de chercher en vain la rustine technologique qui permettra au système de tenir encore un peu. Ce qui laisse une réflexion particulièrement troublante en suspens pour clôturer cette analyse. Si des dizaines de millions de dollars et les meilleurs biologistes du monde ne parviennent à rendre commercialement viable qu'une seule nouvelle espèce marine, pendant que les fonds côtiers continuent silencieusement de s'asphyxier sous le poids du modèle dominant actuel. Ouais. Enfin, sommes-nous en train de heurter de plein fouet les limites absolues de ce que l'océan est capable d'endurer en matière d'industrialisation? Ou bien, face à ces impasses à la fois sanitaires et écologiques, allons-nous devoir redéfinir fondamentalement ce que signifie le mot « succès » lorsqu'il s'agit de tirer notre nourriture de la mer?
La réponse dictera sans aucun doute l'avenir de nos océans. Quand on regarde un simple filet de poisson au marché, parfaitement présenté sur son lit de glace, on occulte totalement la chorégraphie millimétrée qui précède ce moment. On voit le produit fini, lisse, impeccable. C'est vrai, c'est toujours très propre. On a tendance à penser que l'élevage, c'est simplement mettre des poissons dans l'eau, jeter un peu de nourriture de temps en temps et puis attendre que la nature fasse son œuvre, quoi. C'est un raccourci très commun en effet. On s'imagine l'aquaculture comme un simple étang paisible. Exactement. Alors qu'en fait, la gestion de ces animaux ne relève pas du tout d'une sorte de magie bucolique. C'est d'une précision mathématique implacable. Absolument. Dès que l'on soulève le rideau de l'élevage moderne, on trouve de la biologie pure. C'est une gestion de l'environnement qui ne tolère quasiment aucune marge d'erreur. Et c'est là tout l'enjeu de notre exploration en profondeur d'aujourd'hui. Nous avons entre les mains un document fascinant, issu de l'industrie aquacole. Un document très spécifique, oui. Pour être franc avec notre auditoire, à première vue, ce n'est qu'un court glossaire technique. Il contient juste 4 termes en espagnol. Rien de très palpitant sur le papier, quoi. Ça peut paraître sec au premier abord, je vous l'accorde. Mais en réalité, ces 4 concepts dessinent la carte complète des défis qu'un poisson doit surmonter, de l'état d'œuf jusqu'à l'évaluation finale de sa santé. L'idée pour les personnes qui nous écoutent, c'est de suivre ce parcours vital. Et de voir comment l'ingéniosité humaine s'adapte en permanence aux contraintes de la nature. La moindre faille logistique pourrait entraîner un désastre en quelques heures. Ça fait froid dans le dos quand on y pense. Bon, commençons par le tout début, au moment où la vie est la plus fragile. La phase d'incubation. Voilà. Le premier obstacle survient dès ce moment-là. Notre source mentionne les battéas horizontales. Ce sont des bacs, ou plus précisément des plateaux d'incubation. Tout à fait. Et la caractéristique principale, soulignée ici, c'est leur horizontalité. Je veux bien qu'on pose les œufs à plat, mais pourquoi en faire un terme technique spécifique ? C'est une excellente question. Bah oui, pourquoi pas de grandes cuves verticales pour gagner de la place ? Un peu comme on fait pour faire monter la bière ou stocker le grain, quoi. La comparaison avec le grain est super intéressante, mais elle oublie un facteur crucial, un œuf de poisson. C'est un organisme vivant qui a besoin d'échanger des gaz avec son environnement. Ah, bien sûr. Il respire d'une certaine manière. Exactement. Si l'on empilait des centaines de milliers d'œufs dans de grandes cuves profondes, la pression de la colonne d'eau serait terrible pour ceux du fond. Il serait littéralement écrasé. C'est ça. Et l'accès physique pour les surveiller deviendrait un véritable cauchemar. Une disposition horizontale, en plateau peu profond, où l'eau circule doucement, ça déploie toute la population sur un seul plan visuel. Comme une immense table d'opération, en fait. Vous avez tout compris. Cela facilite énormément le travail direct. Bon, décortiquons tout ça. Si je comprends bien, le but, c'est de pouvoir les regarder facilement. Le document source mentionne que cette disposition permet de retirer, et je cite, très facilement et à la main, les œufs morts. C'est le cœur du processus. Pour bien visualiser pour notre public, c'est un peu comme lorsqu'on ramène un grand panier de baies fraîches du marché. On doit trier visuellement les mauvaises baies, celles qui commencent à moisir. Pour éviter qu'elles ne gâtent tout le reste par contact, oui. Exactement. Sauf qu'ici, on gère des milliers de futurs poissons frits. Mais il y a un détail qui me chiffonne quand même. Lequel ? À notre époque, où l'on automatise presque tout, où des lasers trient des pommes à la vitesse de l'éclair, pourquoi confier cette tâche à une main humaine ? Ça semble archaïque, non ? Ça pourrait le paraître, oui. Mais en fait, c'est parce que la nature fournit elle-même l'indicateur le plus puissant qui soit. Pas besoin d'algorithmes complexes. Ah bon ? Ce qui est fascinant ici, c'est l'intersection parfaite entre un processus biologique inévitable et le design ergonomique de ces fameuses battéas horizontales. Le texte mentionne une chose cruciale, le vitellus. Le vitellus. D'après nos notes, c'est la réserve nutritive de l'œuf, c'est bien ça ? Le fameux carburant de la vie naissance. C'est tout à fait ça. C'est le petit sac de nutriments qui accompagne l'embryon. Tant que l'œuf est vivant et se développe, il possède une certaine translucidité. Il se fond un peu dans la masse, quoi. Voilà. Mais lorsque la vie s'arrête, ce vitellus subit une dégradation chimique très, très rapide. Les protéines se dénaturent. Et ça se voit à l'œil nu. Ok, oui. Cette dégradation provoque un changement de couleur radical. L'œuf mort devient d'un blanc opaque, presque laiteux. Je vois l'image. Sur un immense plateau rempli d'œufs légèrement translucides, un œuf mort devient soudainement un point blanc brillant. Un contraste saisissant. C'est un signal visuel absolument parfait. Donc pas besoin de machines compliquées. Non ? La mort de l'organisme, par cette simple réaction chimique du vitellus, allume littéralement un voyant d'alarme sur le plateau horizontal. L'intervention humaine devient alors d'une efficacité redoutable. L'opérateur balaye la surface du regard, repère le point blanc,
et le retire manuellement. Avec une petite pipette ou une pince, oui. Ça protège immédiatement les œufs voisins de la prolifération bactérienne. C'est incroyable. L'architecture horizontale prend tout son sens. Elle sert carrément d'écran de contrôle naturel. C'est exactement l'idée. C'est presque ironique d'utiliser la dégradation visuelle de la mort pour garantir la survie du reste de la colonie. Et la nature est pragmatique. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, nos œufs survivent à cette première phase de tri intensif, ils éclosent, les petits alevins commencent à nager, et, inévitablement, ils grandissent. C'est le but recherché, oui. Et c'est là qu'on se heurte aux dures lois de la physique. La croissance est merveilleuse en théorie, mais dans un espace fini, ça pose très vite un problème immobilier majeur. Le passage de l'écloserie aux cages de grossissement change toutes les règles du jeu. C'est ici qu'intervient le deuxième concept de notre document, le desdouble. Le dédoublement en français. Voilà. Le processus décrit consiste à prendre une cage pleine de poissons en pleine croissance et à transférer une partie de cette population dans une seconde cage distincte. L'objectif avoué est de réduire la densité. C'est comme avoir une belle plante verte qui grandit tellement qu'il faut la diviser et la rompeter dans 2 pots séparés. Sinon, les racines s'étouffent. C'est une bonne analogie. Ou, pour prendre une image plus humaine, c'est comme des adolescents qui partagent la même petite chambre depuis l'enfance. Je sens qu'il y a du vécu. Oui, un peu. Au début, ça va. Mais d'un coup, ils prennent en carrure, ils s'étalent avec leurs affaires, et ils ont désespérément besoin de leur propre espace pour ne pas s'entretuer. Ils ont besoin de respirer un peu, quoi. L'analogie des adolescents capture très bien la tension physique et psychologique qui s'installe. Sauf que pour les poissons, cette tension a des conséquences métaboliques immédiates et fatales. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le document ne dit pas juste « on les sépare quand ils ont l'air à l'étroit ». Il donne une métrique extrêmement précise. Et 1 kilo, ça me paraît super arbitraire. Ça ne l'est pas du tout, je vous rassure. Pourquoi pas 1,5 kg? Est-ce que c'est une règle universelle de la biologie? Ou juste une habitude d'éleveur pour repousser le moment d'acheter de nouvelles cages, pour faire des économies en gros? C'est loin d'être une simple question d'économie. C'est une véritable question de point de bascule environnemental. Si l'on relie cela à une vision plus globale, il faut comprendre ce que signifie réellement la croissance dans l'eau. C'est-à-dire? Nous avons tendance à imaginer la croissance comme un simple changement de taille pour un individu isolé. Mais dans une cage fermée ou semi-fermée, il s'agit d'une augmentation exponentielle de la biomasse totale. Ah, et le volume d'eau, lui, reste le même. Exactement. Il reste strictement identique. Les murs de la chambre ne repoussent pas, mais les locataires doublent ou triplent de volume. C'est le cœur du problème. L'oxygène dissous dans l'eau, la dynamique des courants qui emportent les déchets, tout ça forme une équation délicate, sans parler de l'espace physique nécessaire pour nager sans friction ni blessure. Donc le seuil d'1 kilogramme, c'est pas juste un chiffre rond tiré du chapeau. Absolument pas. C'est une métrique de gestion vitale dictée par la capacité de charge du système. Ce n'est pas le poids du poisson en soi qui pose problème, c'est ce que ce poids représente en termes de consommation d'oxygène au mètre cube. Et en termes de production de déchets, j'imagine? Voilà. Donc, si l'éleveur décide d'attendre qu'il fasse 1,5 kg en se disant « Oh, ils ont encore un peu de place pour nager », il court à la catastrophe. Le système entrerait en surcharge? Bien avant qu'il n'atteigne ce 1,5 kg. Au-delà du point d'inflexion du kilogramme, la densité devient telle que le bien-être s'effondre de manière fulgurante. Waouh, ça va si vite que ça. Oui, le stress monte en flèche, ce qui, ironiquement, augmente encore leurs besoins en oxygène, alors que ce même oxygène devient une ressource rare. C'est un cercle vicieux. Tout à fait. Le desdoublement est donc une intervention logistique de crise préventive. On prend cette population au bord de l'asphyxie technique et on divise mathématiquement la densité par 2. On leur offre instantanément un nouveau volume d'eau vierge. Et on rétablit ainsi les conditions optimales pour poursuivre le développement. On gère l'espace avant même que le manque d'espace ne devienne mortel. C'est brillant. Nos poissons ont donc survécu au tri des œufs grâce à l'alerte du Vitellus. Ils ont eu droit à une extension de leur maison avec le desdoublable à la barre du kilo. Le parcours du combattant continue. Oui, car l'élevage n'est pas une fin en soi. Vient un moment où ils doivent quitter la ferme. Ils doivent voyager, souvent par camion. Une étape critique. Et j'imagine qu'on ne peut pas simplement prendre une immense épuisette, les jeter dans une cuve remplie d'eau à l'arrière d'un semi-remorque et appuyer sur l'accélérateur. Ah non, surtout pas. Le transport est indéniablement l'une des phases les plus délicates de toute la chaîne d'élevage. La plus stressante? Potentiellement la plus traumatisante, oui. On retire l'animal de son environnement stable pour le placer dans un milieu extrêmement précaire et artificiel. Ce qui nous amène à la troisième notion de notre glossaire,
Ayuno prévu al transport. Le jeûne avant le transport. Le texte nous indique qu'il faut imposer un jeûne strict d'une durée allant de 48 à 72 heures. Le but avoué est de nettoyer entièrement le tube digestif du poisson. Pour éviter de contaminer l'eau du camion avec des déchets organiques pendant le trajet. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond pour notre auditoire? Pour faire un parallèle avec le quotidien, ça me rappelle la règle d'or quand on part en vacances avec un animal. Je vois exactement de quoi vous allez parler. On évite de donner un énorme repas à un gros chien juste avant un trajet de 10 heures en voiture pour éviter un désastre gastrique sur la banquette arrière. C'est l'idée. Sauf que dans le cas de nos poissons, l'habitacle de la voiture, c'est-à-dire l'eau de la cuve, c'est aussi ce qu'ils respirent. C'est comme si on devait respirer l'air de la banquette arrière souillée pendant 10 heures. L'image est peu ragoûtante, je vous l'accorde, mais elle illustre de façon redoutablement précise la gravité de la situation chimique dans le camion. La mécanique biologique ici est implacable. Mais pourquoi 48 à 72 heures? Ça me semble énorme. Si moi je veux avoir le ventre vide pour une prise de sang, je saute le petit déjeuner et c'est réglé. Vous avez un métabolisme très différent. 3 jours de privation de nourriture pour un poisson? N'est-ce pas excessif? N'est-ce pas les affaiblir juste avant une épreuve ultra stressante? Il ne faut surtout pas calquer notre métabolisme de mammifères à sang chaud sur celui des poissons. Leur digestion est un processus beaucoup plus lent. Ah, d'accord. Ça prend vraiment 3 jours à... Oui, et c'est très dépendant de la température de l'eau. Les 48 à 72 heures ne sont pas une punition ou une marge de sécurité arbitraire. C'est le temps biologique strict et nécessaire Nécessaire pour quoi faire exactement? pour que le métabolisme du poisson évacue intégralement toute matière en cours d'assimilation dans l'intestin. Il faut comprendre l'environnement du transport pour saisir l'urgence de cette mesure. Parce que le camion est différent d'une ferme. Totalement. Dans un bassin de ferme, il y a un renouvellement constant de l'eau. Dans la cuve d'un camion, l'eau devient un système totalement fermé. C'est un bocal géant sur roue, quoi. L'eau qu'ils ont au départ est la seule qu'ils auront à l'arrivée. C'est le cœur du problème. Cette eau est une ressource vitale ultra limitée. Si des centaines de poissons commençaient à excréter des déchets organiques en pleine digestion dans ce petit volume fermé, la chimie de l'eau s'effondrerait. Ça deviendrait toxique. Exactement. L'ammoniac grimperait à des niveaux létaux. De plus, les bactéries présentes dans l'eau commenceraient immédiatement à dégrader ces déchets. Et je parie que ces bactéries consomment de l'oxygène. Vous pariez juste, un processus qui consomme énormément d'oxygène. L'oxygène serait donc aspiré par la dégradation des excréments plutôt que d'être disponible pour la respiration des poissons. Waouh! Donc, ils mourraient asphyxiés par leur propre digestion? C'est ça. Le jeûne strict de 48 à 72 heures est une mesure d'hygiène vitale. Il garantit que le poisson entre dans le camion comme un système métabolique neutre. Et ça préserve la pureté de son moyen de transport. Tout à fait. C'est la seule façon de le garder en vie pendant le voyage. C'est un paradoxe fascinant. L'action de les priver de nutriments pendant 3 jours est en fait l'unique garantie de leur survie. Nous voyons donc un niveau de contrôle incroyable depuis le début. L'industrie aquacole ne laisse vraiment rien passer. C'est clair. L'humain gère les épidémies visuelles au stade de l'œuf, calcule la biomasse pour doubler l'espace au gramme près et purge le système digestif pour manipuler la chimie de l'eau de transport. C'est une chorégraphie, comme vous l'avez dit en introduction. Mais tout au long de cette vie hautement contrôlée, comment s'assure-t-on que le poisson supporte bien tout ça? C'est bien beau de faire des dédoubles au bon moment, mais comment évaluer si le bien-être de l'animal est réel? C'est la grande question. Bah oui, on ne peut pas juste lui tendre un micro et lui demander comment il se sent. Il doit bien y avoir un moyen scientifique d'évaluer le succès de ces conditions. L'observation extérieure a ses limites, en effet. Un poisson peut nager et paraître normal tout en luttant intérieurement contre un stress immense. L'apparence est trompeuse. Souvent. Et c'est là que la biologie interne nous fournit la réponse la plus honnête et la plus directe possible. Ce qui nous amène au 4e et dernier terme de notre document. Et je dois dire que c'est celui qui m'a le plus dérouté. Je m'en doute un peu. La grassa peripylorica. La graisse péripylorique ? Le document indique qu'elle est mesurée et utilisée comme un véritable score de conditions physiques pour le poisson. C'est notre indicateur clé. Le principe stipulé est le suivant. Plus il y a d'accumulation de graisse dans cette zone spécifique de l'anatomie qu'on appelle les queusécomes pyloriques, mieux le poisson est adapté à son environnement. Exactement. Et là, je vous arrête tout de suite, car j'ai un vrai blocage conceptuel. Ah, je pressens la contradiction que vous allez soulever. Dans notre monde humain, la médecine passe son temps à nous déclarer la guerre sur ce point précis. Mon médecin me répète tout le temps de faire attention à ça.
La fameuse graisse interne. Dès oui, on associe un excès de graisse autour des organes internes, la graisse viscérale, à un désastre de santé absolue. C'est le signal d'alarme du stress moderne, d'un métabolisme qui déraille, quoi. Pour nous les humains, c'est effectivement un gros problème de santé publique. Mais ici, dans les notes de l'aquaculture, c'est l'exact opposé. C'est présenté comme une médaille d'honneur, un indicateur de succès majeur. Comment l'accumulation de graisse interne peut-elle soudainement devenir la preuve d'une adaptation parfaite? Cela soulève une question super importante sur la façon dont nous projetons nos propres angoisses médicales sur d'autres espèces. Il faut qu'on change de logiciel. Complètement. Il faut inverser notre grille de lecture. Dans l'environnement aquatique sauvage, l'énergie n'est pas un ennemi à combattre, c'est la monnaie absolue de la survie. L'énergie, c'est la vie. Mais avant de parler de la graisse, définissons la zone dont nous parlons. Les queucumes pyloriques, ou ciegos pyloricos en espagnol, ne sont pas de simples espaces vides. Ce sont des organes. Ce sont de petits appendices en forme de doigts situés juste après l'estomac, au début de l'intestin du poisson. C'est le centre névralgique de la digestion et de l'absorption des nutriments. C'est un peu le moteur de l'assimilation. Tout à fait. Mais pourquoi stocker la graisse spécifiquement sur ce moteur? Je veux dire, beaucoup d'animaux stockent la graisse sous la peau pour se tenir chaud, ou dans une bosse comme les chameaux pour traverser le désert. Pourquoi juste autour de l'estomac? Chez ces poissons, cette zone péripylorique agit comme un coffre-fort d'énergie à accès ultra rapide. Il est situé juste à côté du système digestif pour une mobilisation immédiate. Ah, malin! Le mécanisme est simple à comprendre. Si un poisson vit dans un environnement stressant, disons que la qualité de l'eau est fluctuante, Ou qu'on a tardé à faire le fameux destin-touple. et qu'il manque d'oxygène, exactement, ce poisson va passer ses journées en mode survie. Il va brûler chaque calorie ingérée simplement pour maintenir ses fonctions vitales de base et combattre le stress quotidien. Donc il n'a pas de surplus. Aucun. Son solde d'épargne énergétique sera constamment à zéro. Il ne pourra rien mettre de côté. Donc s'il n'y a pas de graisse autour de ces queucumes pyloriques, ça veut dire que le poisson vit au jour le jour métaboliquement parlant. La ferme le maintient en vie, mais lutte. Précisément, il survit. Il ne prospère pas. En revanche, si la gestion humaine est irréprochable, Si l'espace est suffisant et l'eau pure, voilà, le poisson couvre alors facilement ses besoins métaboliques quotidiens de base. Et que fait la biologie quand il y a abondance et absence de stress? elle génère un surplus. Exactement. Ce surplus d'énergie sereine, le poisson le convertit et le stocke sous forme de gras péripylorica directement sur ses organes internes. Et donc, le fait de la mesurer, Une forte accumulation mesurée dans cette zone n'est pas un signe d'obésité malsaine. C'est la preuve formelle, indéniable et gravée dans la chair que l'animal s'épanouit au point de capitaliser sur son environnement. c'est le score ultime qui valide le succès de toute la chorégraphie de l'élevage, en somme. C'est le bulletin de notes parfait de l'éleveur. C'est une façon fascinante de lire le carnet de santé d'un organisme. On ne regarde pas s'il est malade, on regarde la taille de son compte épargne énergétique pour juger si l'environnement qu'on lui a construit est performant. C'est une évaluation purement écologique. Si on récapitule notre parcours d'aujourd'hui, pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, c'est vertigineux de voir comment chaque étape répond à une loi implacable de la physique ou de la chimie. Rien n'est magique, tout est biologique. Tout commence par le changement de couleur d'un œuf. Ce blanc opaque qui trahit la dégradation chimique du vitellus. Ça permet à l'œil humain de sauver le reste du plateau des bathéas horizontales. Le premier filtre de survie, Ensuite, il y a cette surveillance rigoureuse de la biomasse, déclenchant le desdobré dès la barre du kilogramme franchi, pour éviter l'asphyxie d'un espace confiné. une pure gestion mathématique de l'oxygène. Puis viennent ces fameuses 72 heures de jeûne strict, essentielles pour garantir que la chimie de l'eau d'un camion ne se transforme pas en poison mortel avec l'ammoniac. Le grand nettoyage avant le voyage. Et pour couronner le tout, la mesure de cette grassa peripylorica, cette réserve d'énergie autour de l'estomac, qui agit comme la preuve indiscutable que tout ce qui précède a été fait à la perfection. Ce qu'il faut retenir pour les personnes qui nous écoutent et qui sont avides de comprendre l'envers du décor, c'est que rien, absolument rien dans ces processus n'est laissé au hasard ou à l'intuition.
C'est de l'ingénierie du vivant. Chaque seuil de poids, chaque heure d'attente, chaque inspection visuelle répond à une contrainte biologique. On n'observe pas la nature laissée à elle-même. C'est une nature optimisée, quoi. On observe une nature monitorée où l'ingénierie humaine dialogue en permanence avec le métabolisme animal pour maintenir cet équilibre sur le fil du rasoir. C'est un dialogue silencieux, mais qui se lie dans chaque détail physique de l'animal. Et cette notion de mesurer l'adaptation profonde d'un être vivant à un environnement artificiel m'amène à une réflexion assez inattendue, pour tout vous dire. Oui, cela ouvre la porte à des parallèles troublants. On ne peut pas s'empêcher de faire le lien avec nous. Si l'on pousse la réflexion au-delà de ces bassins d'élevage, on peut se poser la question pour notre propre espèce. Si le niveau d'adaptation d'un organisme à un environnement hautement contrôlé et potentiellement stressant se résume avec une exactitude clinique à la présence d'une graisse spécifique autour d'un organe précis, Où voulez-vous en venir, Evelyne? quels sont donc les indicateurs biologiques silencieux, ces fameux scores de conditions profonds, que les êtres humains accumulent secrètement en réponse à la façon dont nous avons aménagé notre propre monde moderne? Waouh! C'est une excellente question pour terminer notre session. Quelle est notre propre grassa peripylorica métaphorique face aux contraintes invisibles de nos vies urbaines? C'est la réflexion du jour. C'est sur cette interrogation fascinante que s'achève notre exploration. Un grand merci à tout notre auditoire de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur des rouages de la biologie et de la logistique d'élevage. Merci à tous. Continuez d'être curieux, de regarder au-delà des évidences, et nous vous disons à très bientôt pour décortiquer ensemble de nouveaux mystères.